Émission 812. Cette semaine, Blue Book, volume 1, 1961. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Ben là, l'ensemble, c'est beaucoup. Là, c'est beaucoup de parties. C'est beaucoup de parties. Des bons parties, des fois aussi. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres aimeraient bien croire. Croire à quoi? Ah, ça reste à voir. Les aliens! Les aliens, comme disait notre ami Phil. Je vous les présente à l'instant. Le premier, les extraterrestres vont être surpris de découvrir ce qu'il a sur lui lorsqu'ils vont l'enlever. Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Oh, t'es cave! J'ai fait une joke en plus là-dessus, là, dans mon... Tu viens de voler un de mes punchs. C'est vrai, ça? Ma chronique. Ouais. Ah, t'as une chronique sur toi-même? Ben oui, on parle toujours un peu de soi-même. Toujours. Hein? Fait oui. que, même qu'on parle des autres. C'est ça. Moi, j'ai eu un gros week-end alien. Un gros week-end alien? Ouais, c'est comme la vie a fait en sorte que mon week-end était de thématique alien. Intéressant. Et les aliens sont dans l'air en ce moment, quoique j'ai beaucoup de critiques par rapport à ce que les gens disent, parce qu'il y a énormément de faussetés qui circulent. La plus grosse étant, le Congrès américain a dit que les extraterrestres ont existé. Non. Un dude qui n'a pu rien présenter comme preuve, appuyé par Jeremy Corbyn puis d'autres espèces de louchons, interviewé par du monde qui avait un parti pris. C'est ça qui est arrivé. Là. Les extraterrestres n'ont pas été... il n'y a pas eu de grand reveal. Là. C'est pas ça qui est arrivé. Pas en tout. Moi, je suis d'accord quand même pour dire qu'il y a des événements qui sont quand même plus troublants que d'autres. Sure, bien sûr. Mais entre ça et Alien qui viennent visiter, là, ça, c'est deux affaires. C'est ça. Je pense pas qu'il y ait de laboratoires souterrains avec plein d'archives, là, de pièces du UFO. Disons que j'en doute. Mais disons que pour ça, il faut avoir des preuves à la hauteur des allégations. C'est à un moment donné, là, ça prend des crises de grosses preuves. Des crises de grosses preuves. Montre-moi l'alien dans son bocal, là. Puis là, on veut voir les aliens. On veut les avoir, les aliens. Moi, j'ai eu un gros week-end la semaine passée, Gauthier, que je pense que tu connais certains éléments narratifs de ce week-end. Certaines parenthèses. Certaines grandes parenthèses. Certains thumbnails de ton week-end. peut-être. Ben, en fait, je dirais même... c'est bien ça. Certains thumbnails de mon week-end passé. Mon début de semaine passée, en fait, parce que j'ai pris des vacances. Et la semaine dernière, Gauthier et moi, on a enregistré un épisode qui a été diffusé lundi. Puis le podcast a été disponible comme toujours, quoique un peu plus court qu'à l'habitude, mais je pense que les gens ont tout de même apprécié. Et il y a quelques personnes sur le Discord des Mystérieux qui ont eu une espèce d'avant-goût de ce qui s'est passé durant ces quelques journées en vacances au lac Saguet, dans le nord du Québec, et qui, pour moi, m'a énormément troublé parce que je pense souvent au fait que peut-être que je suis dans une matrice, puis des fois, cette dite matrice m'envoie des indices, comme quoi je suis dans une simulation. Et là, j'en ai un méchant gros indice. Gauthier sait de quoi ce qui est arrivé, mais en tout cas, grosso modo, là, pour faire une histoire rapide, je suis allé visiter mon ancien chalet familial. Faisait 25 ans, finalement, Gauthier, que je n'avais pas visité ce dit chalet. J'avais mal calculé. Donc, c'est pas 15 ans. Ça fait 25 ans que je n'étais pas allé. C'était à 2 heures de route de Montréal. Je suis descendu avec mon beau-frère, ma soeur et leur petite. Arrivé là-bas, on salue la famille qui est maintenant repris possession du dit chalet. Et on prend le temps d'arriver. Puis, à un moment donné, le conjoint de ma tante dit « Hey, on fait-tu un tour de ponton? » Y a-tu pas plus huppé que faire un tour de ponton? J'ai jugé Gauthier, mais Christy, c'est le fun. Oui, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. Oui. Tu peux travailler ton tan puis boire ta petite broue. Ben, tu travailles ton tan si t'as pas un paravent, mais nous autres, on en avait un, donc on était à l'ombre en plus sur le dit lac. Et pour les gens qui n'ont pas visité le lac Saguet, c'est un petit village à peu près environ une demi-heure de route de la ville de Mont-Laurier, qui est un petit peu plus au nord. Et c'est un énorme lac, c'est excessivement grand, mais il est divisé en deux et il est divisé par une presqu'île. Donc, il y a un petit peu... C'est pas très creux pour passer de l'autre côté, mais le conjoint à ma tante me dit « On va aller de l'autre côté, on va montrer le lac à Benoît, ça fait 25 ans qu'il n'est pas venu. » Fait qu'on traverse de l'autre côté, c'est un petit peu laborieux, mais quand même, on est en de bonnes mains. Et là, avec ma sœur, on se rappelle des trucs, on pointe des
des spots là, sur le lac. Tu te viens de ce spot-là, tu te viens de ce spot-là. Et on voit à un moment donné la plage municipale de Lac-Sauguay, qui est une petite municipalité. Là. C'est pas touristique. Là. Les gens qui n'ont pas de chalet là-bas n'ont pas vraiment d'affaires à aller là. Et là, le conjoint à ma tante dit il n'y a pas de lifeguard sur cette île. Habituellement, il n'est pas sur la plage. Il est supposé avoir un lifeguard à cette heure-ci. Puis je dis intéressant. Puis là, je dis il y a pourtant, la plage n'est pas vide. Il y a 2 personnes qui sont sur la plage en ce moment. Il y a une madame, il y a un monsieur. Non, ce monsieur-là, les cheveux longs. Non, Colin. Non, ce monsieur-là. Denis? Là, je crie Denis! C'était le père et la mère à Jake qui étaient sur l'île, sur la plage. Ça n'a pas rapport. Mais là, eux, là, penses-tu qu'ils écoutent l'émission? Non. Puis que là, ils se sont dit le lac Sauguay, on n'est jamais allé. Ben, je sais que de temps en temps, ils écoutent de l'émission parce que Jake nous l'a dit. Puis c'est probablement les seuls parents de tous les mystérieux étonnants qui écoutent l'émission. Quoi que je tienne des fois, son père écoute des fois. C'est très bien comme ça. Oui, c'est peut-être bien comme ça. Mais non, je ne sais pas pourquoi ils ont monté. En fait, ma théorie, c'est qu'ils sont montés à Mont-Laurier pour aller visiter l'exposition du dessinateur Denis Rodier, qui a fait une exposition au centre d'exposition de Mont-Laurier sur sa bande dessinée La Bombe. Et je pense que c'est ça qu'ils sont allés visiter parce que dans le même week-end, Jake est aussi monté à Mont-Laurier. Et j'ai vu Jake donc à Mont-Laurier parce que moi-même, je suis allé visiter l'exposition au centre d'exposition de Mont-Laurier. Mais c'était juste le hasard, man. J'ai comme tellement fait, ben voyons. C'est quoi les chances? Il n'y a pas assez de monde au Québec, c'est ça l'affaire. Il y a 42 personnes dans la vie. Il y a juste 42 personnes, puis de temps en temps, la matrice a pas assez de mémoire pour en loader d'autres. Fait qu'ils font juste rechercher ce qui est plus proche dans la mémoire. Donc, j'ai croisé les parents de Jake. J'ai une petite brève conversation du ponton à la plage. Et ma famille était comme c'est quoi le rapport, man? T'es pas venu ici pendant 25 ans. Puis tu croises les parents à Jake. Et le surlendemain, je suis monté à Mont-Laurier avec mon beau-frère pour aller voir l'exposition de Denis. D'ailleurs, que je vous invite à aller visiter si vous êtes dans le Nord. J'ai full aimé ça. Surtout que moi, j'avais vu la bande dessinée que j'ai adorée. Jake et moi, on avait reçu Denis lors d'un épisode. Puis on a fait une entrevue d'1 heure environ avec lui, peut-être même un peu plus, mais un épisode consacré 100% à la bombe. Et c'est un peu l'extension de ton expérience de BD. Tu as aussi une petite section où on va t'expliquer comment on passe du scénario à la bande dessinée à la plage. Mais ce que j'ai particulièrement aimé dans l'exposition, c'est il y a 2 pièces, dont une centrale, où c'est plus du multimédia. C'est l'idée qu'on se faisait en 97 du multimédia. Là, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, mais des projections sur des surfaces. Il y en a une centrale. Moi, j'ai étudié là-dedans. J'ai étudié dans l'art numérique, puis c'est encore très à la mode. Il y a une planche, à un moment donné, comme une planche à dessin, qui se veut l'extension, si vous voulez, d'une grande, plusieurs cases qui se sur une longue page qui tombe sur une table à dessin. Et la case qui est sur la table à dessin, c'est un vidéo où Denis dessine. Donc, c'est super bien fait. Si vous avez la chance, c'est gratuit en plus de ça. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ça se termine le 6 septembre. Donc, ma théorie à moi, c'est que les parents à Jake sont montés voir l'expo. Un peu en même temps que Jake, parce que j'ai vu Jake puis sa copine. Puis, c'est ça. Ils se sont dit, on va aller faire un petit tour à la plage. Exactement. Et voilà. C'est correct. Puis, ça t'a pris combien de temps à faire l'expo? C'est très petit, là. C'est pas énorme. Moi, je suis resté peut-être une demi-heure, mais il fallait qu'on redescende parce que mon beau-frère devait s'occuper de la petite. Mais je sais que Jake est resté avec sa copine, puis on discutait avec Denis. Mais ça, c'est très rapide, là. Si vous prenez le temps de vous attarder à chaque planche, puis lire les petites notes qui les accompagnent, ça prend à peu près une demi-heure pour faire le tour. Mais ça vaut la peine. C'est vraiment le fun. Puis penses-tu que c'est une exposition qui va tourner? Tu sais que là, c'était la première fois. Je ne fois. crois pas que c'est l'objectif, mais je crois que ça pourrait se transposer. Quoique je pense qu'elle a vraiment été faite sur mesure en fonction de la grandeur de la salle. Je ne verrais pas ça dans une plus grande salle. Je pense que ça perdrait un petit peu de son charme. Puis plus petit, ça ne fonctionnerait pas du tout. Fait que si ça a lieu, ils vont devoir l'adapter. Peut-être même rajouter des planches ou des œuvres originales. Il y a un côté très didactique au début, puis à un moment donné, l'expo prend un côté plus humain, plus tragique. Un peu comme, l'invention de la bombe, en fait. Là. C'était vraiment, vraiment cool. Fait, voilà. Parce que Denis, il a eu un bon timing avec Oppenheimer en plus. Oui, puis il n'a pas vu. J'ai demandé à Denis s'il l'avait vu, puis il ne l'a pas vu encore. Mais il va se faire il se fait poser la question tout le temps. Tu l'as-tu vu? Tu l'as-tu vu? Mais cette semaine, ça vient au cinéma de Mont-Laurier. Donc, Denis m'a dit qu'il allait
y aller éventuellement, aller voir le film. Fait que tout ça pour dire que des fois, il y a des bugs comme ça dans Matrice. Puis j'ai écouté un film de marde des années 90 quand je suis revenu de Montréal qui s'appelle Taking Lives. Un film random qui était sur ma liste depuis longtemps. Et l'ouverture se fait quand quelqu'un prend un autobus vers Mont-Laurier. Fait que je suis là, c'est assez, là. Qu'est-ce qui se passe avec Mont-Laurier? Mais c'est ça, on dira pas que tout est dans tout, non. mais tout est dans tout. Tout est dans tout, man. Fait que c'était ça ma semaine dernière, Gauthier. Toute une anecdote. Ben oui. Bravo. Hein. Non, c'est fucked up, ça. En tout cas. Toi, qu'est-ce qui s'est passé avec toi dans la dernière journée? Ben moi, c'est ça, tu sais, que quand tu dis que toutes, d'un fois, les énergies de l'univers font en sorte qu'il y a des thématiques qui émergent comme ça de manière spontanée. Synchronicité. Oui, c'est ça. Moi aussi, en fin de semaine, j'ai vécu aussi un épisode de synchronicité bien malgré moi. J'avais pas prévu ça, mais j'ai passé une fin de semaine sous le signe des aliens. Ah, OK. Grâce à la BD dont on va vous parler tout à l'heure. Mm-hmm. Mais aussi parce que je me suis rendu compte que l'entièreté de ce que j'avais consommé comme culture populaire ce week-end concernait, j'allais dire de près ou de loin, mais pas mal de près les extraterrestres, en fait. J'avais pas décidé, tu sais, je me suis pas dit, OK, en fin de semaine, je me fais, tu sais... Un marathon alien. Marathon extraterrestre. Un complotiste me dirait probablement que le gouvernement doit être derrière tout ça et qu'on est en train de préparer progressivement mon subconscient à me faire enlever par... Oui. Je sais pas si tu as eu affaire au système de santé, cher complotiste, mais si tu penses que le gouvernement est assez coordonné pour faire ce genre de choses, tu risques le dos dans l'œil jusqu'au cerveau parce que... Oui, ça prend beaucoup de monde volontaire et très coordonné pour pouvoir faire ce genre de choses-là et je pense malheureusement pas que nos États le soient. Donc, mais soyez prévenus. Si jamais je disparais, Benoît, à un moment donné, puis qu'il y a 2 gars en complet noir qui viennent sonner chez vous pour te demander c'est quand la dernière fois qu'ils m'ont vu, aie une petite pensée pour moi parce que je suis en train probablement de me faire poser une sonde dans l'urètre. Ah, toi, tu vas direct dans l'urètre. Hein? C'est la nouvelle génération des sondes. Oui. C'est pour que ça fasse mal. Oui. C'est pour que vous fassiez comme « Ah, mon Dieu, ça doit faire mal. » S'il la laisse là, après, tu vas aux toilettes, c'est pas facile. Ouais, non, mais ça, on voit jamais ça hein, dans les films d'enlèvement. Ils font des affaires weird avec le monde qui enlève. Mais quand ils reviennent sur Terre, on trouve jamais de preuves physiques. On n'a jamais de contraptions qui sont extraits du corps ou quoi que ce soit. C'est comme... Ils ont fait des tests, mais... J'ai vu un documentaire sur YouTube. À un moment donné, je pense que c'était de Vice British ou whatever. Okay. Puis il y a une condition médicale, c'est une maladie mentale malheureusement, où tu t'imagines d'avoir des implants dans le corps. Puis tu es convaincu que c'est ça qui t'est arrivé. Puis je sais pas si c'est lié à la schizophrénie, là, je suis pas un expert, je vais pas faire de diagnostic, là, mais les gens en viennent convaincus d'avoir des implants et vont faire pression sur le système médical pour essayer d'enlever les 10 implants. Mais des fois, c'est juste des os ou quelque chose que tu as sous la peau. On a du cartilage, hein? On a des kystes dans le corps, on a plein d'affaires. Puis c'est vraiment terrible. Fait que c'est comme une espèce de dérivé du délire paranoïaque. Là. Ouais, c'est ça. C'est un délire paranoïaque, mais dirigé vers ton corps. Puis certains ont des narratives plus développées que d'autres. Là. Il y a du monde qui se pense vraiment traqué par le gouvernement, d'autres c'est extraterrestres, d'autres c'est juste qu'ils ont l'impression. Il y a beaucoup de maladies mentales hein, qui circulent. Là. Il y en a une aussi, c'est fucky, là, c'est du monde qui pense, puis ça doit être terrible là, être atteint de ça, là. Penser que tu te transformes progressivement en insecte. Ah ouais. Comme dans la métamorphose de Kafka, là, c'est vraiment une condition. Hey, mais tu sais, quand t'es convaincu de ça, là, ça doit être terrifiant. C'est tout. Oh my God. Puis t'es convaincu, là, il y a personne, s'il y a quelqu'un qui dit, ben non, tu vois bien que... Non, il n'y a pas de raisonnement, là, il n'y a pas de manière logique de comme convaincre la personne que c'est pas le cas. La personne est convaincue. Elle est convaincue. Mais bref, j'ai commencé mon week-end Alien à la librairie Crossover. Oui. Sur Notre-Dame-Ouest parce qu'il organisait vendredi dernier le lancement de la version anglaise de U-Town de Cannes qui est publiée chez Oni Press. C'est la première fois que la BD, mise à part pour le Festival de BD Montréal, était disponible en ville en version anglophone, right? Oui, c'était la première fois qu'il y avait un événement vraiment destiné à la version anglaise. Pour l'occasion, j'ai même amené des versions espagnoles qui ont été publiées par la
Coppola Ediciones, qui est un éditeur espagnol avec qui on fait affaire depuis quelques années déjà. Mais c'était vraiment le fun. C'est une super belle librairie si jamais vous êtes dans l'ouest de l'île, dans le coin de Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri. Allez faire un tour à Crossover Comics, c'est vraiment le fun. Ils ont une super belle sélection de trades, beaucoup d'omnibus, une grosse sélection de cartes Magic rares, cartes Pokémon. Si vous êtes des joueurs de cartes ou des collectionneurs de cartes, c'est vraiment une belle petite place. Puis j'en ai profité pour m'acheter l'omnibus de 520 pages quand même de Department of Truth. Ouais, tu m'as écrit pour me dire que c'était malade. Oh my God! Fait que l'omnibus regroupe les issues 1 à 17 de la série de James Tynion et Martin Simmons. Moi, c'est pas des artistes que je connaissais, pour vrai. Tu connais pas James Tynion? On parle souvent d'eux à l'émission d'aujourd'hui, d'ailleurs, là, mais c'est un grand dialoguiste, ce gars-là. Ouais, c'est incroyable. Puis il a fait une série aussi que je veux vraiment... tu sais, puis je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais ça s'appelle Somebody's Killing the Children. On a déjà parlé à l'émission. On l'avait reporté parce qu'il y avait eu une tragédie au Québec impliquant des enfants, puis on en avait parlé plus tard, mais c'est une aussi très bonne série. Fait que Department of Truth, puis ça aussi, vous en avez déjà parlé au show. Ouais, d'ailleurs, je vais chercher le titre. Excuse-moi, l'épisode en question. Je tiens vraiment à vous en reparler aujourd'hui parce que si vous ne l'avez pas encore lu, c'est vraiment un must. C'est sûrement que vous avez fait le premier trade à l'émission à l'époque, mais ça ne s'essouffle pas, je vous le confirme, après 520 pages de lecture. En gros, c'est l'histoire d'un spécialiste des théories du complot qui travaille pour le FBI, qui est recruté par un département secret du gouvernement américain, qui s'assure que l'imaginaire collectif du pays reste sur la bonne voie, entre gros guillemets radiophoniques. Là. Fait qu'on comprend rapidement que dans l'univers de cette bande dessinée-là, plus les gens croient à quelque chose, plus ça a tendance à se matérialiser pour vrai. Donc, par exemple, il y a des gens plus les gens vont croire, par exemple, aux ovnis, plus il va y avoir des apparitions d'ovnis. C'est un concept qui est pas vraiment nouveau. On l'a déjà vu dans American Gods. C'est la même chose. Plus les gens croient à un dieu, plus le dieu va gagner en puissance. Comme les Topals aussi, je pense, du côté des bouddhistes. Comme les Topals. Oui, exactement. Puis il y en est fait mention dans la bande dessinée. Puis ça, je pense que c'est un des gros atouts de Tynion. C'est incroyable la recherche qu'il y a derrière ça. Si en plus vous cumulez l'art de Martin Simmons qui fait un peu penser à du Bill Sienkiewicz. Ouais. Un genre de collage, différents médias qui sont appliqués. Ouais, c'est ça, très sombre. Ça fait. C'est comme un hommage aux années 90, puis c'est drôle parce que le propos aussi fait beaucoup hommage aux années 90, puis à X-Files, mais Tynion a vraiment une manière de revisiter les différents mythes modernes américains en les imbriquant les uns dans les autres. Puis c'est pas juste une énumération d'histoires d'ovnis, de cultes satanistes ou de Yétis. Il y a vraiment un récit qui est engageant derrière tout ça, dans lequel Cole Turner, le personnage principal, cherche la vérité, mais dans un monde où c'est de plus en plus difficile de mettre le doigt sur qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux. Puis justement, tu sais, c'est comme une relecture. C'est comme si X-Files était dans un monde de post-vérité, puis que genre, on le faisait vraiment bien. Là. Je pense vraiment que c'est un classique en devenir pour vrai. Là. Si vous n'avez pas lu ça encore, je vous le recommande chaudement. La série a été achetée, évidemment, pour être adaptée en série télé, mais depuis l'automne 2021, on n'a pas eu plus de développement à ce sujet-là dans l'actualité. Ouais, puis en ce moment, avec les grèves, ça risque de prendre du temps encore. Ouais, c'est ça. Là. Donc, lisez la BD. Il y a un premier arc narratif qui se termine au fascicule 22, qui est déjà publié. Mais Tynion a confirmé que la série n'était pas terminée. Donc, est-ce qu'on sait combien au total? Est-ce que tu as vu? Non. Parce que c'est ce genre de série que pour moi, ce qui va faire pas son succès, mais si c'est bien complet, c'est s'ils vont pas en faire trop. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de série-là, chez Image, à un moment donné, des fois, on a une volonté de vouloir comme trop pousser le bouchon. Puis j'aime bien quand le numéro va pas trop haut. Ouais. Puis tu sais, il y a des personnages là-dedans qui sont des énigmes en soi. Puis venu le moment où on va savoir c'est qui
ces personnages-là, puis c'est quoi leur motivation, puis c'est quoi leur but, ça risque de finir. Je veux dire, à un moment donné, il y a encore, après les 17 premiers fascicules, un arc narratif qui n'est pas terminé. Mais tu sais, c'est pas le genre de bande dessinée à la ça rappelle X-Files, mais c'est pas des Monsters of the Week. Là. C'est pas genre un méchant par fascicule là, ou par trade. Mais je verrais très bien quelqu'un qui met les bandes originales, les bandes musicales de Mark Snow pendant qu'il lise Department of Truth. C'est l'autre compositeur qui a fait la musique pour X-Files puis Millennium. C'est un peu le même rythme. Il y a quelque chose de lugubre puis lent en même temps, mais aussi une fascination dans les notes. Ouais. Puis ça m'a fait penser aussi la série qu'on avait beaucoup aimée, toi et moi, Ben, Hannibal. Oui, de Brand Fuller. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai capoté là-dessus. Je me suis acheté déjà un variant cover. Fascicule celui fait par Bill Sienkiewicz, justement, parce que je suis un gros fan de l'artiste. Attends une minute. Toi, tu t'achètes les variants, les couvertures alternatives. Ben là, j'en ai acheté une sur le site de Bill Sienkiewicz. C'est ça va à lui directement dans ce temps-là. Ouais, puis tu sais, insigné, ingradé CGC déjà. Bon, c'est bien ça. Tu mets ça dans un beau petit cadre dans ton bureau. Ben ouais. Oui. Là, il faut le dire, hein, l'infographie de la série est aussi très belle. Ouais, je pense que c'est fait par Small Onion ou Tiny Onion, c'est ça? Je me souviens pas de qui a fait l'infographie, mais l'habillage de la BD comme tel, elle est superbe. Tout ce qui est au niveau de l'affichage de l'information dans la quatrième couverture, les couvertures comme telles, il y a comme quelque chose de très soigné, très léché. Là. Ouais, c'est ça, c'est Tiny Onion Studio qui a fait le graphisme. Puis pour ceux qui nous écoutent en vidéo, je vous montre l'édition. C'est ça à quoi ça me fait penser au niveau de l'infographie. Il y a une ressemblance avec l'infographie qu'il y a dans Control, le jeu vidéo qui m'obsède depuis que j'y ai joué en 2020. Là. On est dans une espèce... on est dans un bureau qui veut un genre de prolongement ou un bureau frère du FBI. Donc, on est dans la bureaucratie du gouvernement américain. Puis, ce que tu viens de montrer sur la pochette, il y a des éléments graphiques qui m'ont fait rappeler un peu ça. Les mémos qu'on retrouve, les nombreux mémos qu'on retrouve dans Control. Je vais le prendre en note, Control. C'est pas la première fois que t'en parles. J'arrête pas d'en parler. Moi, c'est parce que, tu sais, si je trippe fort. Donc, ce jeu-là, il m'a vraiment hanté. Puis, je veux un deuxième. Je veux un deuxième Control, éventuellement. Puis, si vous avez joué à Alan Wake, c'est dans le même univers riche. Donc, il y a des liens, là. Mais juste pour les gens à la maison, là, parce qu'on a parlé de Department of Truth, là, on a parlé à l'épisode 726, si ça vous intéresse. Donc, il n'y a pas si longtemps. Non. Puis toutes les archives sont disponibles sur le site des Mystérieux Étonnants. Donc, presque l'entièreté des archives sont là, si ça vous intéresse. Et aussi, quand on a rencontré Denis, c'est à l'épisode 677. Donc, ça fait quand même un petit bail, mais depuis ce temps-là, on l'a rencontré plusieurs fois. Donc, une grosse conversation avec Denis sur la BD La Bombe. Puis quand les gens me parlent d'Oppenheimer de ce temps-ci, je leur dis oui, sure. Puis Nolan est un artiste, mais lisez La Bombe, pour vrai. C'est tout un exploit. Ouais. Je pense que c'est au niveau de la recherche puis de la validité des informations, si vous êtes quelqu'un qui recherche ça, allez du côté de La Bombe. Oui, les auteurs ont fait une recherche assez phénoménale sur tous les événements qui entourent la création de La Bombe. Puis ça ne met pas en vedette qu'un personnage. Quoique je comprends l'intérêt pour un film comme Oppenheimer, on se centre sur cette personne qui a vraiment existé. Mais dans le cas de La Bombe, mis à part La Bombe, il n'y a pas tant de personnages principaux. Il y en a quelques-uns, mais ils sont... de temps en temps, ils s'effacent pour d'autres. Donc, c'est vraiment l'historique de la création de la bombe atomique. Puis c'est fascinant. On fait un petit peu de science aussi dans la BD. Puis Denis a trouvé une manière excessivement inventive et imagée de montrer justement qu'est-ce que ça implique, la création de la bombe nucléaire. Donc, c'est nucléaire ou atomique? Je me trompe tout le temps. La bombe atomique, les deux. On peut dire les deux? Ouais. Anyway, ça va nous péter d'en face les deux, qu'importe ce qui nous détruit. Même résultat. Même résultat, on finit en vidange. Moi, j'ai un petit quelque chose pour toi, Gauthier, si tu avais terminé sur Department of Truth. Oui. On a reçu un SpeakPipe, donc un message vocal. Vous pouvez nous laisser un message vocal si vous êtes auditeur des Mystérieux Étonnants à speakpipe.com/mystérieux E. L'adresse est dans le descriptif de l'épisode. Donc, un certain Danick Charbonneau qui nous a laissé un message. Salut les mystérieux, je m'appelle Danick. Je vous écoute de la BTB, ça fait à peu près 3 mois que j'ai commencé à vous écouter. Puis pour vrai, j'aime vraiment votre contenu, super détaillé, tout ça.
malgré que je suis pas un grand lecteur, ça me donne quand même vraiment le goût de plus lire. Puis aussi, j'ai l'impression de développer ma culture, pareil, à travers vos résumés puis vos discussions. D'ailleurs, j'ai une petite suggestion du terroir pour vous ou pour les auditeurs si vous l'avez pas lu. C'est La Petite Russie. C'est une petite bande dessinée qui se lit super rapidement. C'est à propos de la colonie, d'ailleurs, que mon arrière-grand-mère a colonisée à l'époque. Tout dans tout. C'est super intéressant. C'est un modèle de société qui a existé pour vrai, mais que c'est, je pense, le seul cas en Amérique du Nord d'autogestion. C'est super intéressant, malgré que c'était religieux, c'est le petit bémol, mais c'est normal avec l'époque. C'est les jésuites. Fait que je vous conseille cette lecture-là, si jamais c'est pas le cas. C'est ça, mais encore une fois, merci beaucoup pour tout votre travail. Pour vrai, c'est vraiment apprécié. Ça fait les travelling vraiment moins longs. Merci, au revoir. Merci à toi, Danick. Toi, tu connaissais, je pense, la BD, hein? Tu l'avais lu, non? Ouais, vraiment, c'est une super bonne suggestion de Danick si vous aimez la BD documentaire, mais aussi des témoignages historiques qui méconnus du Québec. La Petite Russie, c'est vraiment un super bel exemple d'œuvre très bien réussie, puis tu sais, qui nous informe, qui nous en apprend vraiment beaucoup sur ce moment de l'histoire-là, finalement, de la colonisation de l'Abitibi. Ça a été fait par Francis Desharnais. Francis Desharnais, oui. Puis Francis Desharnais, c'est drôle parce que lui aussi, c'est un aïeul de colon de l'Abitibi. Tout est dans tout. Ouais, c'est lui aussi, ses arrière-grands-parents, c'est des gens qui sont allés là-bas. Ben, ils ont peut-être rencontré la grand-mère de Danick. Ben, probablement. Ça avait l'air d'être une petite communauté très tissée. Hey, là, je m'excuse, Matrice. Là, qu'est-ce que tu veux de moi, là? Qu'est-ce que tu veux de moi? On est dans un jeu vidéo. Elon Musk a raison. Tabarnak. Je donne pas raison à ce style-là. Mais non, ouais, je pense que même je lis derrière moi, Petite Russie. Aux éditions Papa, je crois que ça a été publié, right? Ouais, si je ne m'abuse. Je crois que tu en avais parlé quand c'était sorti. Ça fait quand même un petit bail, là. Ouais, faudrait. Ça m'a donné envie de le relire. Bon. Je vais le relire. Bon, super. Ben, merci à toi, Danick. C'est super cool de voir qu'on nous découvre encore aujourd'hui après 17 ans d'existence. Ben ouais. De temps en temps, les gens tombent sur notre balado. N'hésite pas à proposer le balado à tes chums, à tes amis. Si vous voulez nous laisser un message vocal, c'est speakpipe.com/mystérieux E. Donc, MYSTERIEUXE. Ça peut être commentaire, suggestion, un petit allô, un petit coucou. Peut-être ça pourrait être le fun là, parce que je pense que des fois, ça intimide beaucoup les gens. Juste nous dire de où vous nous écoutez. Est-ce que vous nous écoutez quelque part au Canada, au Québec, en Europe? On écoute un peu partout. Donc, laissez un petit message, ça va être super simple. Votre nom, puis hey, je vous écoute, admettons, de l'Abitibi, comme Danick, voilà. Puis ça fait qu'on sent qu'il y a notre show a une incidence puis que ça touche les gens, c'est le fun. Qu'on parle pas dans le vide. Exactement, oui, c'est ça. C'est le fun. Oui. Sinon, si tu me permets, Gauthier, je vais enchaîner avec une petite nouvelle qui a été diffusée, annoncée aujourd'hui, puis ça a été quand même assez surprenant. Ça a été diffusé sur le site X, tu sais, le Twitter, avant que ça soit comme géré par un jambon. Ça existe encore, tout ça. Mais Charles Martinet, son nom vous dit probablement quelque chose, c'est l'interprète de la voix de Mario Bros depuis les années 90, à peu près mi-90. Annoncé qu'il prenait finalement sa retraite Nintendo sur son Twitter officiel, ou plutôt son X officiel, a dit que ce ne sera pas l'acteur qui va incarner Mario dans Super Mario Bros. Wonder, qui est un des jeux qui s'en vient avec Mario dedans. D'ailleurs, il y avait des internautes qui avaient remarqué dans la bande-annonce du jeu que la voix de Mario n'était pas similaire, n'était pas identique à celle que Martinet interprétait depuis si longtemps. Mais il va rester Martinet et devient ambassadeur de Mario, sans dire exactement c'est quoi. On dit qu'il va voyager à travers le monde pour partager la joie de Mario. En même temps, c'est ce qu'il fait déjà, là, parce que Charles Martinet... Il fait déjà des Comic-Con. Il fait des Comic-Con. Il est venu à Montréal. Il est allé au... c'est quoi l'affaire Expo à Toronto? Le Fan Expo. Fan Expo. Il est allé partout. Puis c'est un gars excessivement enthousiaste. Puis les gens le disent dans les articles que j'ai lus. C'est quelqu'un qui est facilement approchable, qui est content d'être là. Comme Mario. Comme Mario, tu sais, avec la joie de Mario. Il incarnait pas seulement Mario, là, Charles Martinet, il incarnait également Luigi, Wario et Waluigi. Je trouve ça triste
quand même de le voir partir, quoique Nintendo, par son nouveau poste d'ambassadeur, semble vouloir le garder. Je me demande c'est quoi la raison logique derrière là, pour pouvoir vouloir le tasser. Charles Martinet incarne Mario depuis le jeu éducatif de 94, Mario Teach Typing, où on apprenait à taper, faire son doigté avec Mario. Puis par la suite, on l'a surtout connu en fait avec le jeu Super Mario 64, ce qui ne nous rajeunit pas en 96, où il a pu partager pour la première fois son fameux Wahoo! Et Mamma Mia! Mais tu sais, bon, c'est un voice actor, là, Charles Martinet, qui a en fait aussi fait des voix pour Dragon Ball et The Elder Scrolls. Donc, grande carrière prolifique. Puis je suis content que s'il est pour tirer sa révérence du rôle de Mario, au moins il puisse continuer d'une certaine manière avec Nintendo. Mais ça a été annoncé, ça, aujourd'hui. Et il est supposé avoir un prochain vidéo, là, j'ai pas trop compris, là, avec Nintendo et Charles Martinet, là, dans lequel on va avoir plus de détails concernant son rôle. Mais ça reste à voir. C'est pas ce qui a été annoncé aujourd'hui. Sais-tu s'il parle français avec un nom de même? Il y a des origines françaises. Genre ses parents étaient français. Oui, ça, je sais pas s'il vient du Québec ou de la France. Puis bon, il y a aussi des communautés francophones un peu partout au Canada. Mais tu peux le voir interagir en français dans certaines vidéos. D'ailleurs, un humoriste québécois que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle, là j'ai oublié le nom de famille là, parce que je suis pas bon avec les noms, mais Jean-Michel quelque chose. Puis on l'a vu la dernière fois qu'il est venu au Comic-Con, il a posé une question concernant une colle là, selon les principes de la physique de Mario. Là, des fois il respire dans l'eau, des fois non, des fois on n'espace pas. Puis il répond en français. Puis il a compris la question en français. Donc, oui, il parle français. On le confirme d'ailleurs aussi dans le chat, mais je me souviens plus du nom. Collins, mot d'humoriste, je suis pas bon. Pas bon avec les noms. Mais ouais, c'est ça. Jean-Mi. Ouais. Vas-y, toi, Grossi. Ben, t'as-tu déjà entendu parler du film The Signal? The Signal. Oui, attends une minute. C'est avec le gars qui faisait les pilotes en l'air. Charlie Sheen. Non. C'est avec Lawrence Fishburne. Ah non, ok, le truc de cellulaire, c'est ça? Non plus. Non, ok, ben j'ai aucune idée, là, regarde. Ben, moi non plus, j'avais aucune idée avant de le regarder en fin de semaine, puis sans trop m'attendre à quoi que ce soit, j'ai regardé ça hier sur Netflix. J'ai pas lu le synopsis. Tu fais ça des fois, toi aussi, genre? Tu vas sur un film random, puis... Ouais, j'ai vu la pochette, j'ai fait play, puis encore une fois, l'énergie dans l'air. Hein? L'alignement des planètes a fait en sorte que... un film d'extraterrestre avec Lawrence Fishburne. Nice. Mais oui, mais c'est ça, c'est weird. C'est ça, je me suis retrouvé à regarder un film qui est en partie à propos d'extraterrestres, mais pas vraiment en même temps. C'est un film à petit budget. Qui a coûté genre 4 millions de dollars US, là, ce qui est vraiment... ça, c'est un micro-budget. Là. C'est ça, c'est des peanuts. Là. Puis ça raconte l'histoire de 3 étudiants du MIT qui liftent leur amie dans l'Ouest où elle s'en va habiter 1 an. On comprend qu'elle a comme eu une relation amoureuse avec un des gars qui voyage avec eux. Mais on comprend rapidement qu'ils traquent aussi en même temps un mystérieux signal qui proviendrait d'un pirate informatique qui s'appelle Nomad, qui aurait piraté les serveurs de leur université. La piste que suivent les jeunes va les mener dans une cabane au milieu de nulle part, au milieu du désert, où ils vont avoir un accident, mettons. Puis là, comme accident, là, en gros guillemets, là, je peux pas... C'est un film à twist puis à punch. Fait que tu peux pas dire c'est quoi qui se passe. Mais ne vous attendez pas à des gros effets spéciaux. Là. C'est un film de science-fiction. Mais la majeure partie du film se déroule dans un laboratoire sous terre, d'où les personnages tentent de s'échapper. Fait que les fans de cinéma vont probablement trouver ça intéressant, principalement pour l'exemple d'un film qui est à petit budget, mais qui a vraiment une belle direction artistique, une belle qualité visuelle. C'est vraiment super bien fait, c'est super léché. C'est vieux, ça? C'est un film de 2014. OK. Ouais. Côté scénario, je m'attendais à être un petit peu plus surpris. La finale, ça veut être un punch, mais si vous avez lu beaucoup de nouvelles de science-fiction, vous tomberez vraiment pas en bas de votre chaise. Là. Je vous avertis tout de suite, mais ça vaut la peine d'être vu, je pense. On est vraiment dans les films à la Cube,
Ouais. Petit budget, quand même assez créatif, qui sont surprenants parce que justement, ils abordent des thèmes qui sont habituellement dédiés à des films à super gros budget, mais là, ils réussissent à faire quelque chose de potable avec grand peu. Ça m'a aussi fait penser un petit peu à District 9. Mais là, c'est ça. Travailler vos attentes, petit budget. Hein? Donc, pas nécessairement District 9, mais si vous le gardez, vous allez comprendre. Donc, bref, je sais pas trop si je le recommande. Ouais, t'as l'air à dire que c'est intéressant, mais sans plus. Peut-être la prémisse est intéressante, mais le rendu vaut pas la peine. Ouais. J'ai beaucoup aimé la première demi-heure. J'avais l'impression d'être dans un roman de William Gibson, justement, avec des jeunes hackers qui traquent un autre hacker, puis il se passe des affaires weird, puis tu comprends pas trop. Mais c'est ça. Ça a rapport avec les extraterrestres. Ça a rapport avec les extraterrestres. OK, c'est ça, parce que t'as commencé avec ça, puis là, tu me parles de ce film-là, puis là, je me dis, ben là, il n'y a pas d'extraterrestres dans ce film-là, pas en doute. Mais c'est ça, là, si vous voulez voir des aliens, regardez pas de signaux. OK, c'est autre chose. Il y a des extraterrestres, mais pas directement des extraterrestres. C'est suggéré. On suggère beaucoup les aliens. Fais-tu ça, toi, souvent, de pas être capable de comme choisir un film sur Netflix puis d'y aller au hasard? Pas souvent. Je peux faire ça quand je suis tout seul, mais ça rend ma blonde folle. OK, je comprends. J'essaie de pas trop le faire. Mais non, c'est quelque chose que j'aime faire, me laisser surprendre par soit des pochettes de films. Ouais, je fais ça moi souvent avec Tubi. Puis Tubi, il y a autant de la crap que des affaires des fois que tu fais « Wow, OK, je m'attendais pas à ça. » Puis je le fais aussi sur Netflix. Puis je l'ai fait, moi, ce samedi dernier, de partir un film au hasard comme ça, qui était pas si vieux. Il est sorti en 2023. Puis je me dis « Ah, OK. Et tout de suite, en partant, je me rends compte que le film au complet est tourné à Montréal en hiver. Donc, je suis « Ah, OK, déjà en partant, intéressant. » Mais ça se veut pas Montréal. Le film, ça s'appelle « To Catch a Killer ». Je vous dis tout de suite, là, perdez pas votre temps avec ce calice de film-là. Là. C'est de la crise de bouse. J'aime l'acteur principal. J'adore l'acteur principal. Il a joué Krennic dans Rogue One. Il a joué le rôle principal dans The Outsider. Il joue dans Bloodline aussi. Oui. Il joue le frère haïssable dans Bloodline. Il est super bon. Là. Il est excellent. Mais le film tient sur une feuille. Écoute, en fait, là, il y a des moments. Là, je veux spoiler, je m'en fous là, parce que ça vaut vraiment pas la peine. Il y a. Puis la première, c'est quand même assez intéressante. C'est le jour de l'an. Et du haut d'un building au centre-ville, en même temps que les feux d'artifice du 1er janvier sont lancés, il y a un tueur qui commence à sniper des gens dans les buildings qui alentourent le centre-ville, qui sont en train de festoyer. À la tuerie de Las Vegas. Là. Un peu, oui, exactement. Puis ils font d'ailleurs référence dans le film. Et t'as un personnage qui est joué par, encore une fois les noms, là, mais une jeune actrice là, qu'on a vue souvent là, dans les dernières années, qui est une policière qui essaie de le traquer. Et ils finissent par identifier dans quel building il se situe, quel appartement, parce que l'appartement saute essentiellement. Elle monte, puis elle arrive au bout, puis je me dis, elle a la misère à respirer parce qu'il y a de la fumée à cause de l'incendie. Ouais. Puis là, je me dis, check bien ça, si elle approche près de la fenêtre, puis il fake qu'elle tombe, puis c'est un rêve, je sais que c'est un film de merde. Parce que tu sais, des fois, il y a des films que tu sens que ça repose sur beaucoup d'ego, mais pas. Puis t'arrives pas vraiment à identifier les éléments. Mais je sentais que ça, c'était pas loin. Et c'est exactement ce qui se passe. Elle va pour tomber dans le vide, puis elle se réveille, puis non, c'est parce qu'elle a inhalé de la fumée, fait qu'elle a halluciné tout ça. Puis le film, après, c'est une suite de scènes, de clichés, où les personnages passent des messages gros comme le bras sur le système, mais c'en est lourd, man. Puis écoute, je fais jamais ça. Moi, j'écoute tout le temps mes films jusqu'à la fin, même quand je les haïs. Tu l'as pas fini? Je l'ai pas fini. Je l'ai fast-forwardé. J'ai fait fuck you film. J'étais plus capable. Ouais. C'était dégueulasse. Y a-t-il des belles shots de Montréal, au moins? Il y a des très belles shots de Montréal. Puis tu sais, c'est une des choses dont je m'ennuie dans notre cinéma, c'est des scènes qui se passent l'hiver, parce qu'on passe le 3/4 de notre vie dans l'hiver ici à Montréal, puis c'est rarement mis de l'avant au cinéma puis dans la fiction. Puis je comprends pourquoi, ça coûte plus cher, tu le quittes. Mais ça faisait du bien de reconnaître des spots de Montréal. Écoute, j'ai même reconnu une pharmacie dans l'Est, pas loin où j'habitais. J'ai reconnu des acteurs. Là. Il y a un moment donné, j'en ai reconnu plein. Là. Mais ça vaut vraiment pas la peine. Mais tu sais, t'as le beaux posters, t'as les beaux acteurs là, super connus sur le cover, To Catch a Killer. Faites-vous pas prendre, ça vaut vraiment pas la peine. Pour que moi, je fasse fuck it, là,
c'est que j'étais vraiment rendu tanné. Là, mais je suis content parce que j'ai failli, tu vois, à la place d'écouter The Signal, j'ai failli écouter ça. Ben, tu vois, en parlant, tu parlais de Signal, puis je pensais juste à To Catch a Killer, puis perds pas ton temps. Perds pas ton temps. Ça vaut vraiment pas la peine. Même si l'acteur principal est excellent, ça vaut vraiment pas la peine. Mendelsohn, je pense, chose comme ça. Ben Mendelsohn. Ben Mendelsohn. Exactement. Ouais, super de bon acteur. D'ailleurs, si vous voulez une bonne série dans laquelle il joue le personnage principal, écoutez The Outsider, basé sur un livre de Stephen King. Je suis en train de passer à travers en ce moment la trilogie de Monsieur Mercedes. Et le personnage de Holly Gibney, qui est dans The Outsiders, voit le jour, en fait, dans cette série-là de romans. J'ai pas vu la télésérie. Jake l'a vu, il paraît que c'est très bien. Puis The Outsiders, moi, j'ai capoté. Ça met en vedette, mais c'est aussi réalisé par Jason Bateman. C'est très bon. C'est une des... J'ai pas encore lu le livre, il est dans ma bibliothèque, mais il y a comme des longueurs, mais des bonnes longueurs. Que tu fais, OK, ils ont décidé de pas couper ça du roman, puis c'est vraiment excellent. Ouais, il y a de l'ambiance en maudit. Il y a un peu d'Hannibal aussi dans The Outsider. Là. Ça vaut vraiment la peine. Ouais, il y a un peu d'Hannibal, il y a un petit peu de True Detective aussi. Oui, il y a du True Detective dans la vibe, absolument. Puis tu sais, mais avec du surnaturel plus assumé. Tu sais, fait que si vous avez aimé, si vous avez été frustré par le fait qu'il n'y avait pas assez de surnaturel dans True Detective, garochez-vous sur The Outsider. Genre, vous allez capoter. Je pense que tu as raison. Il y a plus de True Detective dans The Outsider qu'autre chose. Il est sur Crave en ce moment. Si vous êtes au Canada en ce moment, il est disponible sur Crave. C'est super bon. Fait que même si j'ai lu, même si j'ai vu la série, je m'attaque au roman. Oui, après la série de Monsieur Mercedes, parce qu'Holly Gibney se retrouve dans The Outsider. D'ailleurs, je me souviens pas encore une fois de l'actrice qui incarne Holly Gibney dans The Outsiders, mais elle est super bonne. Vraiment bonne. Elle est excellente. Là. Hey, on se fera un club de lecture, Ben. Ben oui, mais je suis partant. On se le partira en même temps. Ben écoute, on peut... Ouais, je vais te le dire. Moi, je finis, là, en ce moment, je fais la dernière ronde, qui est le dernier de la trilogie de Monsieur Mercedes. Puis là, je tombe sur The Outsiders. Puis après, je vais acheter Si ça saigne, parce qu'il y a plein de nouvelles. Et dedans, il y a une nouvelle de Holly Gibney. Et d'ailleurs, je pense que c'est cet automne, King sort son premier livre dédié entièrement à Holly Gibney, qui s'appelle Holly, qui est sa nouvelle, son personnage principal. Et les lecteurs de Stephen King, j'arrête pas de dire Stephen King, mais c'est Stephen ou c'est Stephen? Stephen. Stephen, hein? J'arrête pas de dire Stephen. De King, tout le monde a trippé sur Holly. C'est d'ailleurs un personnage, tu sais, comment on dit ça maintenant? Neurodivergent, là? Ouais, c'est ça, neurodivergent. Ouais, neurodivergente, mais elle a une vision... très unique de la lecture. Ça l'aide, exact. Oui, exactement. Puis ça l'aide beaucoup dans ses enquêtes. Fait que c'est super bon. Puis elle est d'ailleurs ouverte au surnaturel. Parce que là, justement, cette perspective de la vie qui est très différente. Ah, j'adore ce personnage-là. Il est vraiment bon. D'ailleurs, j'ai fini là, hier soir, Les Carnets Noirs, qui est le deuxième de Monsieur Mercedes. D'ailleurs, sur le Discord des Mystérieux Étonnants, qu'on a une lecture, il y a les gens qui le marquent, il y a une section livre. Ouais. Puis au début, j'étais pas sûr parce que les personnages de Monsieur Mercedes sont pas tant présents. Je te dirais qu'ils arrivent même dépasser presque la moitié du roman. Mais tu te rends compte que c'est une grosse critique du fandom toxique. Puis quand tu caches ça, tu fais « OK, ouais, j'embarque ». C'est moins un polar que le premier, mais ça parle du fandom toxique. Puis j'ai bien aimé ça. Ça vaut la peine. Là, je suis en train de parler, mais finalement, c'était pas vraiment mon tour. Quoique là, je vais le prendre pareil. Ben oui, vas-y fort. Je vais continuer avec ça. Moi, j'étais un gros fan des séries de films d'horreur Scream depuis 1996. Oui. Premier film d'horreur que j'ai vraiment écouté. Soit disant passant, j'étais dans le sous-sol de mon ami de l'époque, Jonathan Champagne. Je le salue, ça fait genre 20 ans, je ne l'ai pas vu, mais quand même. C'est là que j'ai découvert Scream, puis j'ai vraiment aimé le premier parce que comme j'écoutais pas des films d'horreur, je pensais que j'étais pas capable d'écouter des films d'horreur à mon âge quand même assez avancé à cette époque-là, mais j'ai été pris de l'histoire, puis depuis j'ai vraiment embrassé comme la franchise, puis même les opus que j'ai moins aimés, j'aime l'univers. Et j'étais super content quand la gang de Radio Silence ont repris le flambeau de Wes Craven qui a lancé la franchise en 96, parce que j'avais adoré Ready or Not, un film qu'il avait réalisé. On les avait reçus aussi à Fantasia jadis. Puis c'est comme un trio, là, pour les gens qui ne le connaissent pas. Là, c'est deux réalisateurs plus un producteur qui travaillent super bien ensemble. Il y a un collectif qui s'appelle Radio Silence. Puis c'est eux qui se sont attaqués à Scream de 2022, qui a rapporté quand même beaucoup d'argent. 137,7 millions pour un petit film d'horreur. Wow. Et le deuxième, qu'ils ont appelé tout simplement Scream 7, a remporté 168,9 millions de dollars. Celui qui a remporté le plus d'argent de toute la franchise, d'ailleurs. Ça se passait à New York, tourné à Montréal, d'ailleurs, en passant. Puis j'avais bien aimé ça. Mais là, finalement, Radio Silence donne le flambeau à un autre réalisateur pour ce qui sera éventuellement Scream 7, pas 6. J'ai dit tantôt Scream 7.
Ils ont réalisé Scream 5, ils ont réalisé Scream 6. Puis là, Christopher Landon va réaliser Scream 7. C'est le réalisateur de Happy Death Day et de Freaky. Un gars qui co-scénarise ou scénarise aussi ses films. Donc, on ne sait pas encore s'il va co-scénariser ou scénariser ce qui sera Scream 7. Fait intéressant, ça va se passer, encore une fois, le tournage à Montréal. Mais là, regardez bien, la période durant laquelle ils vont le filmer. En hiver. En hiver, man. Yeah. Tu vois? Donc, de janvier à peu près à début avril, mi-avril, ça sera tourné à Montréal. Donc, on suppose que le Ghostface, qui sera sûrement de retour dans le prochain, risque de se retrouver dans la neige. Ou, je sais pas, dans le dernier film, Montréal faisait office de New York. Ça passe très bien d'ailleurs. Est-ce que ce sera encore le cas pour le prochain film? Ça reste à voir. Mais ouais, je suis bien content. Les scénaristes des deux premiers, en fait des deux premiers depuis le retour de la franchise, c'était James Vanderbilt et Guy Busick. James Vanderbilt, c'est lui qui a entre autres scénarisé Zodiac, qui est un film de trailer que j'aime bien également de David Fincher. Mais on ne sait pas s'ils vont revenir pour le prochain film. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a un Scream 7 qui s'en vient. C'est pas très surprenant considérant les recettes que les deux derniers ont eues. Puis ça va se passer à Montréal, encore une fois, mettant en vedette probablement le même type les mêmes castings des deux premiers. Qui a très très bon casting. D'ailleurs, c'est un peu un reproche que les gens ont eu par rapport au dernier Scream. Pas assez de morts dans le casting principal, les principaux. C'est intéressant en Scream parce que contrairement à Friday the 13th, c'est pas le monstre qui revient, mais c'est sa distribution. Ouais. Donc, c'est difficile d'avancer parce qu'effectivement, il faut que tu les tues aussi, ces gens-là. Ouais. C'est des fois, il y a des décisions crève-cœur qui se passent dans les meurtres, dans les assassinats de la distribution. Mais bien content que ça revienne. Puis moi, j'ai pas vu Happy Death Day ni Freaky, mais il semble être un réalisateur apprécié de son public. Donc, éventuellement, un Scream à Montréal. Là, on dit janvier, mais la réalité, c'est que si la grève n'est pas résolue, ça risque d'être après. Ça va être beaucoup plus loin encore. Fait que voilà. Je suis excité, moi aussi, pour Scream. T'as-tu aimé 2022? T'as-tu vu? 2022? Non, j'ai pas vu. Pour vrai, là, tu pourrais t'étaper back-à-back. D'ailleurs, 2022 est en ce moment sur Netflix. Oh, bon. Fait que si t'as aimé les autres avant, tu peux te taper ça. Puis d'ailleurs, même, je pense... Attends, 2022 est encore sur Netflix? Peut-être pas. Je vous enverrai ou pire. J'ai une façon de... Ouais, c'est ça. Par les tubes. Par les tubes des internets. Ouais. Moi, j'ai regardé un autre film d'extraterrestres. Encore? Cette semaine. Je te jure. Puis, tu sais, c'était des affaires que ça, j'avais prévu de l'écouter. Puis, c'est en l'écoutant, j'étais comme, ah ben oui, c'est un film d'extraterrestres aussi. Mm-hmm. J'ai écouté Asteroid City de Wes Anderson. Asteroid City. Il y a des extraterrestres là-dedans. Oui. Donc, c'est l'histoire d'une petite ville au milieu de nulle part, dans le milieu du désert, qui accueille pour un week-end. Où tout est symétrique. Où tout est symétrique et pastel. Et saturé, pastel, oui, c'est ça. Puis il accueille genre une colonie, pas une colonie de vacances, mais plein d'enfants, en fait, qui ont gagné des bourses. C'est comme des jeunes surdoués qui ont gagné des bourses relatives à leur invention sur l'espace. Puis tu sais, c'est over the top. Il y en a un qui a un rayon laser. Ouais, je vois genre. Il y en a un qui a inventé un projecteur à projeter des choses des images sur la Lune. Mais oui, c'est ça. Il y a un extraterrestre à un moment donné dans le film. Hein? Et je sais pas encore si j'ai... Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé French Dispatch, qui est son avant-dernier. Mm-hmm. Puis celui-là, je sais pas. Il y a un jeu sur la forme que... il y a certaines parties du film, en fait, qui est comme une espèce de documentaire qui est fait sur le dramaturge qui a écrit la pièce de théâtre sur laquelle est basé le film. OK, c'est une pièce de théâtre à la base, donc. Ben, c'est une fausse pièce de théâtre. OK, c'est pas une vraie pièce de théâtre. C'est ça. Fait que tout est faux là-dedans. Là. Mais fait qu'on switch de la pièce de théâtre en noir et blanc puis des acteurs qui jouent les personnages dans la pièce de théâtre à une espèce de recréation cinématographique de la pièce de théâtre. Mais ils relatent les mêmes faits, théoriquement. Oui, qui relatent les mêmes faits, mais tu sais, souvent, quand on est dans la portion pièce de théâtre, c'est vraiment les acteurs qui vont parler de leur personnage. Puis quand on est dans le film, on est vraiment dans l'histoire, dans la diégèse. Fait que, je sais pas, j'ai trouvé ça drôle, comme les gags, tu sais, puis le ton de Wes Anderson, c'est là, tu sais, c'est très pince. L'âme est présente, ouais.
tout ça est présent. La direction artistique est incroyable. La distribution n'a pas d'esti de bon sens. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a fait gratter la tête. Peut-être parce que j'avais pas les sous-titres. Puis que des fois ça parle vite, puis que j'ai manqué des bouts. Fait qu'il va falloir que je le revoie. Mais même si le sujet normalement aurait dû vraiment plus m'intéresser, j'ai quand même préféré French Dispatch. Mais, il est sur Amazon Prime en ce moment, le cas. Mais tu sais, je veux dire, disponible pour tous là, avec un abonnement, je crois. Je pense que oui. Ouais. Il était au cinéma récemment, mais là... mais maintenant, ça ne veut plus rien dire. Là. C'est 45 jours, puis c'est rendu sur toutes les plateformes. Là. Fait que c'est ça, je sais pas si je vous le recommande ou pas. Je vais l'écouter à nouveau avant de me faire une idée finale. Es-tu un fan de Wes Anderson, toi, de façon... Oui, habituellement, j'ai tout vu ses films. J'ai rien vu de Wes Anderson, man. J'ai rien vu, je suis désolé, je suis un ignare, mais j'ai jamais pris le temps. Non, mais on dirait que ces films-là, il faut que tu les vois, tu sais. Ben oui. Peut-être tu triperais vraiment sur Moonrise Kingdom, je pense. OK. Ouais. Je te le suggère. Je vais taper en rafale. C'est comme Making. Je les lis en rafale, à un moment donné, je vais juste me taper des Wes Anderson, puis ça va être fait. Ça peut être indigeste à un moment donné à la longue, par exemple. Mais ce que j'aime faire dans ce temps-là, c'est que des fois, tu vois des vases communicants. Ben oui. Puis là, ça devient intéressant. Oui, c'est ça, exact. Des fois, c'est dans la technique, des fois, c'est dans les sujets. Mais je comprends ce que tu veux dire. À un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. T'écoutes un petit X-Men en 2 Wes Anderson, peut-être. C'est une bonne idée. Un petit film moins symétrique. C'est ça. Un petit peu moins symétrique. Ça a clôturé mon week-end Alien. Voilà, j'ai bien aimé ça. Ben, parlons d'Alien, justement, Gauthier, parce que peut-être que je suis l'indice cette fois-ci pour toi dans la matrice, parce que j'ai une nouvelle concernant les Aliens. Il y a une nouvelle qui est sortie, qui a été rapportée par Deadline, un site que j'aime beaucoup de nouvelles sur le divertissement. Et c'est Steven Spielberg, qui est le fameux réalisateur-producteur, je pense que je ne t'apprends pas l'existence de Steven Spielberg, qui est fasciné par les extraterrestres, les ovnis depuis de nombreuses années. Il a fait d'ailleurs plusieurs films là-dessus, E.T., Encounter de Turkine. Il a produit la série Taken aussi, qui est sortie dans les années 90, dont plus personne ne se souvient, qui est à propos d'enlèvement extraterrestre. Là. Un autre sujet quand même très controversé. Là. Les ovnis, c'est un sujet controversé, les extraterrestres, c'est controversé, mais l'enlèvement extraterrestre, c'est un sujet excessivement controversé. Oui, c'est autre chose. Là. Mais il y a Albin Television, qui est la division télévision de sa compagnie, qui a produit une docu-série de 4 épisodes intitulée Encounters et qui couvre justement les phénomènes dits inexpliqués qu'on suppose dans la culture populaire être liés à des visiteurs d'autres planètes. La série a aussi été développée par Broadway Pictures, qui ont produit Pepsi, Where is my Jet, qui était aussi disponible. C'est bon, ça, qui est disponible sur Netflix, qui a un fait divers assez particulier. Donc, ils ont uni leurs forces pour produire Encounters. Et c'est réalisé par Jon Motzkin, que je ne connaissais pas, qui a fait un docu-série aussi qui s'appelle Generation Hustle, qui n'est pas disponible au Canada, mais qui est disponible sur Max aux États-Unis, qui traite de la jeunesse d'aujourd'hui, qui est beaucoup dans la hustle culture. Donc, l'idée d'essayer de faire de l'argent, de devenir populaire. Faire des deals, essayer de grinder pour passer à une autre étape, puis pas avoir à travailler. Donc, c'est lui qui a réalisé ça. Et on traite de des faits divers. Donc, on en a 4 ici. Des lumières qui envahissent le ciel d'une petite ville texane, des engins spatiaux submersibles qui hantent un village des côtes galloises, une rencontre entre les extraterrestres et les élèves d'une école au Zimbabwe. D'ailleurs, ça, c'est Aerial School Phenomenon, qui était très particulier d'ailleurs comme phénomène. Il y a un documentaire qui a été fait à part entière sur cette école-là. Ça, je trouve ça très intriguant. Parce que quelques personnes, c'est une chose, mais des dizaines et des dizaines d'enfants, ça, c'est quand même quelque chose. Ouais, moi aussi, c'est là où les gros points d'interrogation émergent. C'est comme dans Untold Mysteries, là, ou Unsolved Mysteries. Unsolved Mysteries, oui. L'épisode de la ville au bord des Grands Lacs aux États-Unis. Là. Oui, sauf que mets une pile là-dessus, là, fais juste une note. Okay. Je ne veux pas trop prendre, mais je vais revenir là-dessus parce que ça, c'est important ce que tu viens de souligner. Puis l'autre sujet, c'est une intelligence humaine qui pourrait interférer potentiellement avec une centrale nucléaire au Japon. Donc, quand même, 4 sujets qui ont déjà fait partie de la culture qu'on lie aux ovnis.
qui seront dans Encounters. La série va être disponible le 27 septembre sur Netflix. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, je ne peux pas vous confirmer que ça sera disponible au Canada parce que je n'ai pas vu de confirmation. La nouvelle concerne principalement les États-Unis. Mais on veut souligner le caractère humain de ces histoires, l'impact que ces histoires-là ont eu sur les communautés. Sur les gens. Ça, je trouve ça intéressant comme angle. Qu'est-ce que tu allais dire? Fait que c'est pas de la fiction. C'est pas genre une recréation des événements. C'est des documentaires. La façon que c'est décrit, c'est une série documentaires sur les événements et ils disent en anglais first hand. Donc, c'est probablement des entretiens avec les gens qui ont vécu ou qui ont observé les dits phénomènes ou qui prétendent observer les dits phénomènes. Moi, là où je veux mettre une pin, là, puis peut-être une petite note, c'est que d'avoir des ovnis ou des trucs qu'on voit dans le ciel, des choses inexpliquées, c'est une chose. Mais de les lier instantanément à une culture ou une culture populaire de l'extraterrestre, c'est deux affaires. Il n'y a pas eu encore de preuves que ces choses-là sont liées. Donc, on est porté à faire des amalgames parce que dans les conscients collectifs, dans la culture populaire, on a lié les deux. Puis quand je dis culture populaire, c'est autant dans la fiction que dans comment on rapporte, comment on parle de ces choses-là. Quand tu parlais tantôt de l'affaire des Grands Lacs, je sais exactement l'épisode dont il est question, puis il y a un autre épisode dans la première saison d'Untold Mysteries qui est disponible sur Netflix qui relate des faits, des soi-disant faits liés aux extraterrestres. C'est des choses qui sont rapportées, il faut le rappeler, 20 ans après, hein? Des fois même plus après les événements. Et quand on a vécu quelque chose, on pense avoir vécu quelque chose, au fil des années, il y a des informations supplémentaires qui se rajoutent à ce que tu aurais vécu. Et donc ça vient teinter aussi tes souvenirs et la façon que tu vas te lier à tes souvenirs. Donc ça peut vraiment contaminer. On n'est pas une si bonne machine à se souvenir des affaires en passant, là. Donc, moi, c'est là où des fois, je suis comme, ouais, d'accord, je pense que la personne peut être sincère, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle se souvient des bonnes choses. Il y a peut-être des éléments qu'elle a intégrés au fil des années dans son témoignage. Entre voir une lumière puis prétendre que ça allait super vite, est-ce que c'est des déplacements hyper rapides puis tout le monde est énervé, est-ce que tu es en train de devenir teinté parce que ce que tu as consommé dans les journaux puis dans la radio, ça explique pas tout, mais il faut être sceptique dans ces cas-là, parce que sinon, on est en train de dire oui aux anges, puis aux démons, puis aux Bigfoot, parce que... Mais cet épisode-là en particulier, mais il est bon, cet épisode-là. Oui. Il m'a vraiment jeté à terre parce qu'il y a des tapes de la police. La police qui voit des choses. De l'époque. Ouais. Puis c'est tous les appels au 911 qui viennent de la même ville, avec les gens qui parlent. Sure. Mais au moment même où ils voient les... Mais ils voient quelque chose. Mais ces gens-là qui voient quelque chose... Mettons, je te pitch 15 appels téléphoniques de l'époque. Okay? Que ce soit des policiers, des témoins, ce genre de choses-là. Je t'en pitch 15. Où tu as des gens qui disent « Je n'ai jamais vu ça de ma vie, je ne suis pas capable d'identifier. » Ben, je sais pas pour toi, mais on n'est pas des spécialistes en aéronautique. Là. On n'est pas des spécialistes des satellites. Non, cet épisode-là, en plus, c'est ça qui est fucké, c'est que tu as le gars de la météo, la station météo. Qui dit observer. Oui, je sais. Qui dit que sur son radar, il y a des affaires aussi, puis il comprend pas non plus, puis il parle en même temps avec l'opérateur du 911, puis il est comme, je sais pas, c'est quoi. Ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant parce qu'il réagit en direct. Et là, son témoignage n'est pas teinté. Ouais. Mais après, parce que là, après, il combine dans cet épisode-là des affaires plus extraordinaires. Une montée d'eau qui part du Grand Lac. Fait là, c'est là où l'amalgame se fait, là, puis il faut faire attention, là. Je trouve ça dangereux. C'est pas une question de ne pas vouloir croire, c'est une question d'être objectif. Mais un pit stop pour de l'eau douce, c'est vraiment cool au Grand Lac. Ben, crime, c'est la grande source d'eau potable je pense, en Amérique du Nord. Là. C'est ça. Mais oui, cet épisode-là me fascine. Mais moi, j'adore cette histoire-là, mais ça reste dans le... domaine du divertissement. Oui, il faut que ça reste dans le domaine du divertissement. Ouais. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça, exact. Fait que, en tout cas, c'était mon petit aparté qui finalement a été plus long que je disais. Là. Ben, c'est ça. C'est tellement fascinant comme sujet que c'est sûr qu'on s'emporte. Là. Un peu, oui. Puis, tu sais, je parle, puis là, j'entends les gens qui sont believers, puis, tu sais, comment tu penses que les gens sont des imbéciles? Non, je pense pas que les gens sont forcément des imbéciles, quoique. Mais il faut faire attention. On est des machines à histoire. Puis comment on relie ces histoires ensemble, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Quand on est témoin de quelque chose de fantastique, là je dis pas de surnaturel, mais quand on est témoin de quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer, notre cerveau se met en mode storytelling très rapidement. Ben, regarde l'exemple de la 800. Tu sais, quand on préparait la scène pour la 800e, il est arrivé de quoi à un moment donné, l'écran fermé en même temps que quelqu'un accrochait un micro?
Puis là, on a dit, ça a sauté. Mais non, c'est juste que le projecteur a fermé en même temps que quelqu'un a accroché le micro. Ça a été le hasard. Mais notre cerveau a fait un lien entre les deux. Puis c'est normal, quelque part. Ça sert à ça, cette patente-là. Mais des fois, c'est ça. L'amalgame n'a pas raison d'être. Puis on s'embourbe des fois dans des conclusions faciles. Je me souviens d'une histoire qui se voulait étrange de Elisa Lam, qui est une Canadienne qui avait des problèmes mentaux, qui est allée mourir dans le toit du Cecil Hotel, qui est un hôtel très réputé pour être dégueulasse là, au centre-ville de LA. Puis initialement, quand les détails sont sortis de sa mort, il y avait énormément de mystères. Puis quand tu grattes un peu, tous ces éléments-là se sont effrités, puis on sait comment elle est décédée aujourd'hui. Ça, c'est juste une histoire très triste, finalement. Une histoire très triste, mais on l'a tellement mis sous l'ombrelle de quelque chose de paranormal puis inusité. Puis, regardez, elle pouvait pas aller là. Puis finalement, toutes ces choses-là étaient corroborées. Elle ne souffrait pas de maladie mentale. Oui, elle avait des enjeux. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi, comment l'information est rapportée, puis comment finalement elle est vraie ou pas vraie, va jouer sur l'histoire qu'on crée dans notre tête en écoutant ces soi-disant faits-là. Je sais pas si je suis en train de faire du sens, là. J'ai l'impression qu'on dit. Oui. Mais, oui, tout à fait. Mais je veux voir des shit. Mais, tu sais, moi, demain, je verrai une tasse bouger, là. Je sais pas c'est quoi la mécanique qui est derrière. C'est pas dire que c'est grand-papa qui est en train de déplacer la tasse tout seul. Il m'en faut beaucoup là, pour comme... Ouais. Tu comprends? Anyway. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est cet événement-là là, qui est arrivé en 94 au lac Michigan. Là, si ça vous intéresse, c'est quand même un des... C'est un très bon épisode. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la production des nouveaux Unsolved Mysteries sur Netflix. Bon. Ouais, c'est super bien packagé. Ils font un petit hommage à Robert Stack, même s'il n'y a pas justement de host dans la nouvelle mouture. J'espère qu'ils vont faire d'autres saisons, parce qu'il y en a juste eu 3, puis il n'y a pas eu d'annonce encore pour une prochaine. Ouais, mais la 3e est quand même récente. À date d'il y a environ 3 mois, peut-être. Peut-être un peu plus. Ouais, mais... c'est ça. Ouais. Il y a eu aussi une espèce de bonne pause entre chacune des moutures, là, mais une 4e, 5e, 6e saison, pourquoi pas? J'espère que ça a fonctionné. Monsieur Gauthier, qu'est-ce que tu avais d'autre? C'est tout, à part que je suis allé voir le dernier Neil Breen. Oui, vous êtes fait remarquer par des auditeurs des Mystérieux au Cinéma du Parc, c'est ça? Ouais, oh là là. Pour ceux qui ne connaissent pas Neil Breen, Neil Breen, c'est un... j'irais pas dire... C'est un commettant de cinéma. Ça, c'est oui. Comme Tommy Wiseau, qui a fait The Room, dont on a déjà parlé... au Mystérieux Étonnant. Ouais. Puis, c'est un agent immobilier dans la vie qui a une passion pour le cinéma et qui a décidé de faire des films. Et à chaque 4-5 ans, il nous fait la grâce d'une production cinématographique dans laquelle il fait tout. Ouais. De la cantine à les produits, l'édition, la production. Et puis, c'est comme... Maintenant, il fait que du green screen. Donc, il va plus sur les lieux de tournage. Non, il n'y a plus de lieu de tournage sans que c'est tourné dans son garage. Puis c'est comme un témoin de quelqu'un avec des gros problèmes de genre un gros pervers narcissique là, qui est rentré dans sa tête. Puis c'est fait avec tellement de transparence. T'es comme, oh my god, c'est comme ça. C'est gênant. C'est comme ça que les pervers narcissiques se voient dans la vie. Ouais. Fait que c'est ça, Neil trouve ça dur. Ah. Ce qu'il veut nous dire, là, je pense, là, c'est qu'il trouve ça dur. La vie? Il aimerait ça aider les gens. Il aimerait ça être comme quelqu'un qui aide vraiment les gens avec son argent. Mais il y a le système. C'est ça, oui, le fameux système qui est toujours contre lui dans ses films. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a les institutions, puis les institutions, ils font en sorte qu'il n'est pas capable d'aider les gens. Puis il y a une part d'ombre en lui. No shit. Il y a son double méchant, tu sais, qui fait faire des affaires pas cool. Jung serait content. Ouais. Puis, mais il veut faire la paix, tu sais, avec cette part d'ombre là en lui. Puis il veut beaucoup nous dire qu'il a fait la paix avec cette part d'ombre là en lui. Et puis il y a un tigre en 3D à un moment donné dans le film. Je pense que tu es en train de nous dire vraiment tout ce qu'on a besoin de savoir. Ouais, avec lequel il se bat.
Il se bat avec le tigre, puis là, t'es comme « Oh shit, Neil Breen, il se bat avec un tigre! » Puis finalement, tu découvres que c'est son ami. Comme ils font juste, tu sais, niaiser ensemble, ils jouaient ensemble. Puis là, le tigre se transforme en chicks. Ah oui, mais c'est tout le temps ça, hein? Ouais. Fait que ça, c'est comme le gros highlight du film. C'est-tu long? Parce que ces films peuvent être excessivement longs. Il y a tellement de reuse, là. Genre, ils réutilisent les mêmes scènes constamment. Puis il y a du monde. Là, ça se passe dans un asile. Puis tu sais, l'histoire, c'est pas important, là. Ça se passe dans un asile qu'il a financé. Puis là, il y a des expériences avec du monde qui sont enlevés puis qui sont amenés dans cet asile-là. Puis c'est financé par la banque, par le département. Puis finalement, Neil... Ouais, entre guillemets, radiophonique. Puis finalement, il réussit à libérer ces gens-là qui vont réussir à battre les méchants kidnappeurs. Puis c'est pas mal ça. Vous avez été, je pense, toi, Johan, Jake et Simon. Hein? Valérie Guérilla, Simon. Puis c'est ça. Ça aussi, c'est une montagne russe. T'es très fâché par moments, puis des fois tu ris. Comment la salle réagissait? Parce que je sais comment nous, on a réagi. J'en ai écouté une fois avec Jake, puis Jake était... J'ai jamais vu Jake comme ça. Il était plus capable. Mais c'est ça, c'est comme de l'épuisement, parce que... C'est très épuisant. Tout le temps les mêmes scènes, puis ça mène à rien, puis tu comprends pas l'histoire, mais il y a quelque chose de très cathartique là-dedans où t'as envie, tu sais, le film t'envoie chier, genre, tout le temps. Puis là, toi, tu sais, t'envoies chier le film. Genre, en retour. Puis là, tu ris de ça. Puis t'es comme, c'est de la merde, fuck you. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de cathartique. Puis la salle comprenait ça. Tu sais, les gens qui sont là pour voir du Neil Breen, ils sont là pour cette expérience-là. Tu sais, qui est très proche du sadomasochisme. Oui, qui est rendu là, oui. Puis tu sais, je sais pas, Neil Breen, pour moi, c'est... D'un, Tommy Wiseau est un génie, contrairement à Neil Breen. Là. Si vous comparez les deux, il y en a un qui maîtrise beaucoup plus le cinéma que l'autre. Et puis là, je suis pas en train de dire que Tommy Wiseau, c'est un génie. Là. C'est juste que si vous comparez... Si éventuellement vous écoutez un film de Neil Breen, vous allez comprendre. Là. Mais... Faites ça en gang. Pour l'amour, là. Oui, tu peux pas faire ça tout seul parce que tu vas te faire violence. Il faut que tu aies quelqu'un qui te spot comme au gym. Là, parce que sinon, tu vas tomber dans l'enfer, la dépression. Ouais, mais juste ça, je me demandais, les gens qui étaient présents savaient c'était qui? Le monde comprenait c'est qui Neil Breen? Tout le monde était à peu près à sa 2-3e expérience, sauf comme une ou deux personnes qui ont dû vivre quelque chose. Là, ils sont tombés en psychose après. Là. Ouais, fait que là, le dernier, comment ça s'appelle? Cade? C'est toi qui es allé, man. J'ai pas vu ça. Attends, là. Neil Breen. Très radiophonique, tout ça. Ouais, hein? Ouais, c'est Cade quelque chose, The Tortured Crossing. Cade The Tortured Crossing, qui est la suite spirituelle de Twisted Pair. Fait qu'ils sont jumeaux Evil. Ok, puis il y avait un jumeau avec une très belle barbe fausse, là. Très belle fausse barbe. Mais, fait que c'est ça, il y a des gens qui se demandent est-ce que Neil est un génie? J'ai vu la critique de Jake sur Letterboxd. C'est genre. T'es tombé dans le culte de Letterboxd aussi. Ben, pas vraiment, mais tu sais, j'y vole de temps en temps. Là. Mais tu sais, Jake, il a dit. Puis là, encore une fois, est-ce que c'est de manière ironique? Fort probablement. Il a dit, tu sais, c'est la nouvelle manière de faire du cinéma, genre. Fait que c'est ça, si vous connaissez pas ça, puis que vous aimez les nanars puis les douteurs, ajoutez ça à votre trousseau, c'est quand même une expérience incroyable. Mais j'avais jamais décelé. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui avait des troubles peut-être de personnalité ou peut-être des troubles cognitifs, mais je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est quelqu'un qui est un pervers narcissique, là. Donc, puis dans tous ses films, c'est lui. Je pense pas que Neil Breen veut sauver le monde. Il veut que le monde sache qu'il a sauvé le monde. Ouais, il veut de l'amour. C'est des pervers narcissiques qui ils cherchent l'approbation, mais de manière vraiment bizarre. Extrême, ouais, c'est ça. Puis c'est ça, vraiment extrême. Puis c'est ça, il fait tout dans son film. Puis fait que les acteurs, tu vois qu'ils n'ont pas de plaisir. Non, il doit être weird sur un plateau. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, voilà. Puis il veut pas qu'on appelle ça des films cultes. Non. Lui, c'est du cinéma pur. Là, il veut pas que ça soit dit que c'est des Midnight Representation. Il veut pas que ça soit dit que c'est un film culte. Fait que, il se prend vraiment au sérieux. Puis tellement que
quand le New York Times a fait un papier sur lui, quand même, il a refusé de faire une entrevue. C'est qui est con. Fait que tu sais, il est comme... Ah, qui est dans son univers, là. Il est Il out est pas, il est là. out, là. Fait que c'est ça, c'était au cinéma du Parc la semaine dernière, pour 2 soirs. Ah. Et ça ne reviendra probablement plus jamais au cinéma du Parc. Ouais, j'espère. Dans aucune salle au Québec. ça me prend pas trop. Peut-être Gouzeau qui va le passer au cinéma. Là. Ouais, c'est ça, c'était bon. Un film comme Popcorn. Ouais. Moi, j'ai écouté un dernier truc, encore une fois sur Netflix. Hein? Je pense que c'est ça que j'ai fait de mes vacances. Il y avait le lac et Netflix. Mais j'étais... je veux pas dire que j'étais agréablement surpris, mais c'est quelque chose, ça a été une expérience qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai écouté la docu-série sur Netflix, Depp vs. Heard, qui relate en fait le procès pour diffamation qui opposait l'acteur Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard, qui est aussi actrice. C'est 3 épisodes réalisés par une femme, Emma Cooper. Je trouvais ça intéressant justement que ce soit une femme qui soit à bord de la mini-série pour avoir cette perspective-là puis cette sensibilité parce que ça revient beaucoup sur le Amber Heard bashing qui est beaucoup lié aussi à une certaine misogynie qui existe et qui est très virulente en ligne, qui est presque une culture d'une génération. Il y a une strate de la population qui baigne là-dedans puis c'est assez fascinant. Mais la docu-série n'est pas à propos de ça. Puis je vous dirais que la docu-série n'est pas non plus à propos de qui a raison, qui a eu tort. Pour l'anecdote, c'est le jury a donné raison à Johnny Depp. Sa femme, son ex-femme plutôt devait y verser 10 millions. Ils se sont convenus en cours qu'elle y donnait 1. Puis d'ailleurs, c'est relaté dans la docu-série. C'était probablement plus une campagne pas de promotion, mais de PR plus qu'un procès. Relations publiques. Mais ce qui est fascinant, puis ce qui devient évident quand vous commencez à écouter les épisodes, c'est qu'à un moment donné, c'est plus à propos de Heard ou Johnny Depp. C'est à propos du public, nous, puis je me mets là-dedans, qui a suivi le procès, puis comment ça a été le regard plus qu'on portait sur qu'est-ce qui ne nous regarde pas finalement. Et c'est jamais dit Dixit, mais quand vous voyez la succession des différents clips qui sont tirés des diffusions, disons, de reportages plus officiels et de gens qui en vont de leur analyse, entre guillemets, radiophonique sur les médias sociaux, tu t'aperçois que c'est pas à propos de Johnny Depp, c'est pas à propos d'Amber Heard, c'est à propos de ces gens-là. Et oui. Et c'est à propos de gros argent aussi. C'est à propos de gros argent. Puis quand t'es payé à commenter, ben tu commentes. Quand ton identité, quand ton loyer est là-dedans, ton hypothèque est là-dedans, ben t'as des incentives, comme on dit, t'as des choses qui te poussent à vouloir partager ta voix. Comme nous, on en a dans les Mystérieux Étonnants. On a sûrement une raison pourquoi on veut parler de BD et de culture populaire depuis longtemps. Mais de quoi de pervers, puis excessivement... moi, ça me donne la nausée, man. J'étais écœuré. Là. Je sais que c'est un peu générationnel. On n'est pas nécessairement dans cette génération-là qui commente tout sur les médias sociaux, qui a besoin de rajouter sa voix. Puis moi, plus que je vieillis, plus je me dis « ferme ta calice de gueule ». Je me le dis ça à moi-même, avec amour et haine, les deux à la fois. Puis cette espèce de tendance à vouloir faire du bashing, puis avoir des teams, puis des choses qui peuvent paraître vraies, puis non. Puis je trouve que le réel est beaucoup plus compliqué que ça. Puis mais je pense que la série nous invite à un moment donné à juste respirer. Ouais, mais je pense que c'est important. Même si le procès vous a écœuré, là, allez écouter ça. Je pense que c'est une... Si vous n'êtes pas déjà écœuré des médias sociaux, je ne sais pas ce qui va vous faire en sorte que vous n'allez pas mettre votre fusil de l'autre bord. Là. Mais moi, c'est à la fin, ce que j'ai retenu, c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est l'espèce de volonté à vouloir commenter et rajouter son grain de sel sur tout. Et la mince ligne qui sépare vouloir propulser des voix et qui tombe des fois aussi dans vouloir humilier. Et des fois, c'est les deux à la fois. Des fois, ridicule. En ce moment, je ne sais pas si vous réalisez, là, on est dans une séquence de Robocop réalisée par Paul Verhoeven où les nouvelles à la télé sont ridicules. On est là-dedans en ce moment. Il n'y a pas de zone. Il n'y a plus d'ironie. Là. On est direct dedans. Excuse-moi, je te coupe depuis tantôt. Non, mais c'est parce que moi aussi, j'avais oublié que je l'avais écouté, puis tu viens de me faire replonger dedans à 100 000 à l'heure, puis j'ai été, dans un premier temps, extrêmement mal à l'aise. Ouais. De voir que tout ça avait été... Parce que moi, dès que je voyais genre des TikTok ou des Reels du procès à l'époque,
je skippais. T'sais. Moi aussi, j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Puis j'étais comme, tabarnak, OK, ils ont tout filmé, genre. Puis à chaque jour, il y avait du monde qui commentait. Puis, tu sais, il y a des chaînes YouTube qui se sont fondées pendant ce temps-là parce qu'il y avait énormément de monde qui consultait. Probablement qu'il y avait des... Ben, en fait, il y avait des bots. Il y avait des bots, oui. Entraînés pour ne faire que du like vers l'équipe Johnny Depp, là, appelons-la comme ça. Puis moi, ce qui m'a vraiment décrissé, c'est de voir la machine à formater les opinions à l'œuvre. C'est-à-dire que, tu sais, t'as du monde qui ont des streams, qui ont des plateformes Twitch, qui ont des plateformes YouTube, qui se mettent à commenter ce procès-là, puis là, ils se rendent compte, oh shit, OK, si je fais ça, beaucoup de monde qui regarde. Des gens, exact. Puis dans les commentaires, les gens sont vraiment intenses pour Johnny Depp. Puis là, ils se rendent compte, OK, si je commente en faveur de Amber Heard, je perds mes abonnés. Puis genre, je me fais bâcher solide. Fait que là, t'as comme une espèce de mouvement d'entraînement où les algorithmes, les commentaires, l'intimidation, puis l'argent que tu fais avec tes abonnés mettent en branle une espèce de boule de neige. Puis c'est là que tu vois la machine à formater. Tu vois l'algo derrière, tu vois l'humain aussi derrière. Tu vois, tu sais, c'est ça. Puis c'est plein de facteurs ensemble qui font en sorte que, tu sais, pauvre Amber Heard, elle a eu zéro chance. Puis, tu sais, on parlait de Department of Truth, là, tantôt, là, de une idée peut devenir la réalité, là. Ça, là, comme ce procès-là, c'est devenu la réalité. Regarde ce que tu viens de dire. Tu as dit, pauvre Amber Heard, il y a quelqu'un qui aurait... Si on était un média important, là, on t'aurait clippé ça, que ce soit une personne... bien intentionnée ou pas, étonnants défendre Amber Heard. Et c'est là où on est rendu, c'est la perte de la... Moi, c'est ça qui me fait capoter, t'sais. Parce que ce que j'ai aimé du doc, c'est que c'est très 50-50. Moi, à la fin, j'étais comme, je sais pas croire, puis c'est pas à propos de ça, là. C'est même plus à propos de ça. C'est une histoire de... Puis ça, tu sais, je pense qu'on peut résumer comme ça, là. C'est une histoire super triste de violence incroyable entre deux personnes. Qui sont probablement tous les deux toxiques, là, à plein niveau. C'est ça, qui sont probablement tous les deux toxiques. Ça a chié. Il n'y a jamais personne qui est intervenu de l'extérieur là-dedans pour arrêter ça, puis ça s'est rendu jusque-là. Puis, tu sais, quand on parle de Department of Truth, que des idées peuvent devenir la réalité, là, ben, la machine à formater les opinions, elle a fait en sorte, je pense, là, que à la fin, il y a eu un jugement, là. La cour, elle a fait un jugement. Puis, il y a eu le pouvoir performatif du langage de dire « je t'accuse de », là, ça a des conséquences dans le réel. Quand tu es coupable de quelque chose, ça a des conséquences dans le réel, dans la réalité. T'sais. Puis, c'est ça, c'est de croire que le jury qui était là il n'a pas jamais été influencé. Voyons donc. C'est ça. Ces gens-là, il y avait des familles qui regardaient le TikTok, puis qui étaient sur Facebook à longueur de journée, puis qui savaient que leurs proches étaient dans un procès super important. Là. Fait que, non, c'est vraiment troublant. Comme tu dis, c'est vraiment, je pense, à voir. Oui. C'est pas le fun. Non. Moi, j'ai pas eu de plaisir. C'est comme avoir une conversation de couple que tu veux pas avoir, mais t'as pas le choix de l'avoir à un moment donné. Là. Ouais, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est un artefact de notre modernité. Puis, malheureux. Je vais essayer de rajouter quelque chose, là, parce que des fois, il y a de la misère avec cette patente-là qui me sert de cerveau là, pour aligner mes mots. Là. Les gens ils vont facilement blâmer, ou pas facilement, ils vont peut-être automatiquement aller blâmer les plateformes comme Facebook, TikTok, et il y a un enjeu lié à ça. Ça, je veux pas dire qu'il n'y en a pas, là, puis c'est au contraire, l'algorithme qui... disons que vous avez une interactivité sur un sujet, ce sujet-là va être propulsé, puis c'est normal, donc ça engendre plus de réactivité. Mais il ne faut pas oublier aussi l'enjeu humain. Quand tu as des sujets comme ça qui viennent chercher l'émotion, genre, qui cherchent à ce que tu réagis tout de suite, on a une part aussi de responsabilité là-dedans. T'sais. Puis moi, en tant qu'humain, je peux pas me mettre en écart de ce phénomène-là. Je suis sûr que j'ai déjà commenté de la merde en fonction de quelque chose qui est venu me chercher. Mais quand tu t'en rends compte, à un moment donné, tu t'entraînes et tu fais comme « Ah shit, j'ai pas besoin de rajouter mon mot là-dedans. » Ouais. Je donne un exemple, puis peut-être qu'il y a quelque chose que je comprends pas, peut-être que je suis un imbécile. Puis je dis pas ça pour essayer de
de me sauver, mais il y a le fameux cas du gars de Québec qui a inventé un personnage, un humoriste, une femme pour venir à sa soirée parce que il invitait pas de femme à ça. Il n'y a pas de femme à ça. C'est ça, il n'y a pas de femme à ça là. Puis c'est comme, c'est problématique, puis on comprend, puis bon. Mais je veux pas rentrer dans le bandwagon où moi, en tant que gars de gauche qui a des bonnes intentions, là, je mets des guillemets radiophoniques, je vais commencer à utiliser cette opportunité-là comme une carte blanche pour le fucking bâcher, genre. Parce que je vois ça de passer depuis 2 jours, puis je suis comme, là, vous n'êtes pas en train de créer quelque chose ou un dialogue. Vous êtes en train d'exercer de l'humiliation, genre. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans le documentaire, où est-ce qu'à un moment donné, peut-être que Heard, elle ment, puis elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne à le cacher. OK, fine, c'est ton analyse, je peux comprendre que tu vois ça. Mais que ça devienne une carte pour la bâcher, c'est tout aussi problématique pour moi que l'autre gars qui est toxique. Tu sais. J'étais écœuré de voir des free pass, man. Ça me fait capoter, genre, que quelque chose de... qui peut être enrageant. Je peux comprendre les gens qui sont enragés, puis toutes les discussions qu'on a par rapport à ces choses-là en ce moment, mais je trouve que ça passe tellement rapidement maintenant à un exercice pour chier sur la personne, genre. Puis je dis pas qu'elle devrait pas la mériter ou pas. Je sais pas ces choses-là. Mais moi, perso, je veux pas embarquer dans ces affaires-là. Je l'ai jamais fait avec moi-même. Je l'ai jamais fait avec les mystérieux. Ça m'intéresse pas. Puis je pense que c'est ça, en fait, man, qui en plus de tout ce qui se passe en ce moment, là, ça, je pense que ça épuise les gens. C'est pas un exercice qui est sain, là. À long terme. À long terme, c'est pas rentable, tu sais. Puis là, je comprendrais quelqu'un qui me dit « Ouais, mais tu sais, il faut être militant, il faut être engagé. » Tu sais, je comprends toutes ces affaires-là. Mais moi, ça a créé chez moi, avec les années, du cynisme. Puis je suis juste comme me décoller tout ça. Je suis comme plus capable. Je suis plus capable. Tu comprends? Est-ce que ça fait du sens ce que je dis ou je suis juste un bonhomme qui comprend pas la vie? Ben non, je comprends. Puis tu sais, en même temps, on n'a pas le choix. Il y a tellement... Le cycle de nouvelles est tellement rapide qu'il y a tout le temps quelque chose. Si justement là, tu décidais d'embarquer dans le bandwagon, là, tu aurais une opportunité à chaque jour en tant que chroniqueur ou commentateur d'avoir un nouveau sujet à péter ta coche dessus chaque jour. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut complètement arrêter de commenter ou de s'impliquer. Il faut choisir ses batailles. Puis je pense que à l'époque dans laquelle on vit, c'est d'autant plus important de choisir ses batailles, parce qu'il y a des enjeux vraiment importants. Puis j'ai l'impression souvent que toute cette machine-là, justement, à amplifier la frustration, ça sert des gens qui possèdent. Ça sert à ne pas... à canaliser l'attention sur des choses qui sont pas vraiment importantes, finalement, au final, puis qui sont pas structurelles, puis qui sont pas systémiques, puis il y a tellement de choses qui découlent dans la vie des inégalités, puis du fait que on a une structure du travail, par exemple, qui est complètement fuckée. C'est vieux, là, puis c'est démodé. Une répartition de la richesse qui est complètement fuckée, une relation à l'environnement qui est complètement fuckée. Juste ça, là, il me semble, on en a dessus. C'est pas assez, ça, là, pour être en crise. Mais les gens, on a tellement pas l'impression de pouvoir changer les choses par rapport à ces sujets-là qu'on nous sert du fast-food d'être en crise. Puis, tu sais, c'est comme le lion là, devant avec le dompteur de lion là, qui a une chaise. Là. Puis le dompteur de lion, il va fouetter par en arrière le lion, puis le lion, il va mordre la chaise. J'ai l'impression les médias sociaux, là, puis toute cette espèce de plateforme, de forum fake, là, c'est la chaise. Je suis sûr que c'est la chaise. Je suis sûr que c'est la chaise, mais je pense aussi qu'il faut réaliser que le dompteur a aussi un problème, tu sais. Je pense que c'est donnant-donnant. Mais c'est le dompteur, le problème, au final. C'est tout. Personne. Je veux dire, les pauvres, tu sais, je veux dire, je dis pas que les incels de ce monde ne sont que des victimes, là, parce que ce sont des agresseurs aussi. Là. Mais tu sais, il y a une partie de moi qui est comme, ouais, tu sais, ces gens-là sont victimes d'une certaine manière aussi, tu sais. Ouais, de leur perception. Du monde dans lequel leur perception, du monde dans lequel ils vivent, de ce qu'on leur présente. Puis
c'est ça. Il faut choisir ses batailles, bref. Ouais. Fait qu'en tout cas, si vous voyez là, en ce moment, dans une discussion, Gauthier et moi, je pense que ça vaut la peine d'écouter le docu-série, même si le sujet vous intéresse pas, parce que ça vous lance dans des réflexions, puis moi, c'est ça. C'est pas la première fois que j'en parle au mystérieux, mais plus que je vieillis, plus que tout ça me lasse profondément. Puis, tu sais, c'est pas juste je parle pas d'enjeux nécessairement sociaux, puis je comprends que... N'écrivez pas des bêtises, là. Je suis assez empathique de même, là. Mais moi, je suis fatigué, man. Il y a trop d'affaires. Il y a trop d'affaires, puis je pense... Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont mal, mais je pense pas que tout va si mal que ça non plus, tu sais. Puis je pense pas que c'est par le virtuel qu'on va les régler. Je pense que pour vrai, de plus en plus, je me rends compte que c'est par des petits efforts communautaires. Tu sais, man, je connais même pas le nom de mes voisins. Tu comprends-tu? C'est fucked up, ça, tu sais, quand on y pense, là. J'habite à même pas 2 mètres de ma voisine, je sais même pas c'est quoi son nom, mais je sais que telle personne a mangé telle affaire dans telle place, puis c'est sujet à discussion, tu sais. Puis... Ben, il y a de plus en plus de je pense que les jeunes générations, ça, le comprennent, là, du moins. Tu penses? J'ai pas cette impression-là. Ben, moi, les personnes les plus intéressantes au niveau politique que j'ai rencontrées dans ma vie, souvent, ils étaient au municipal. Ouais. Ils n'étaient pas au provincial, au fédéral. C'était du monde qui était vraiment impliqué dans leur communauté. Ouais, puis en fait, c'est parce que c'est pas glamour faire de la politique municipale. Fait que ça attire pas ce genre de personnalité-là non plus. Mais les changements qui peuvent être apportés dans la communauté, au local, sont vraiment concrets, tu sais. Ils paraissent vite. C'est le fun. Yep. Fait que il y a ça, tu sais. Il y a du bon, il y a du bon aussi, mais c'est sûr que quand tu vois des affaires comme, c'est ça, le cirque Johnny Depp, Heard, c'est... Ouais. En même temps, il y avait ça, tu sais. Il y avait ça avant, là, c'est pas nouveau, là, c'est juste que c'est exact. Il y avait ça avant, c'est juste que là, comme tu dis, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Puis les forums sur lesquels on est sont énormes, sont globales. Il y a des médias là-dedans. Mais tu sais, c'est drôle parce que j'avais fait une chronique pour en 5 minutes à un moment donné, puis ça parlait de la personnalité des trolls, puis pourquoi les trolls cherchent à faire ce qu'ils font. Et puis Attention. Hein? C'est l'attention, mais en fait, ça leur procure un plaisir. C'est des gens qui sont pas... Ils sont très au fait de ce qu'ils font, puis ils savent exactement les boutons sur lesquels appuyer pour pouvoir générer du conflit. Puis plus du conflit attire du conflit, parce qu'on est fait de même, les humains. Puis eux autres, ben, ça leur procure du plaisir, puis ils sont tout à fait au courant de ce qu'ils ont en train... C'est du monde intelligent, là. Fait que, tu sais, des fois, quand vous pognez contre du monde en ligne, dites-vous peut-être que la personne sait exactement ce qu'elle veut. Elle est en train d'obtenir exactement le petit juice dans son cerveau qu'elle désirait générer. Puis, tu sais, tu prends, justement, tu te donner l'exemple des bots. Ça aussi, c'est une réalité, tu sais. C'est une réalité qui est... Je serais même pas surpris qu'on apprend qu'il y a des armées de bots qui parlent en québécois. C'est des tactiques qui existent, l'idée de vouloir faire sentir aux gens que il y a moins d'unicité qu'on pense, que les gens sont moins unis qu'on pense. Ben, ils passent par où? Ben, par la vitrine de l'Internet et des médias sociaux. Mais il y a une partie de ce conflit-là qui est générée par des algos aussi, là, par des bots. En tout cas, c'est des enjeux excessivement complexes. Puis personnellement, je suis pas né dedans, fait que j'ai peut-être cet avantage-là d'avoir un certain recul. En même temps, j'aimerais ça qu'à l'école, on enseigne ce genre de choses-là. T'sais, moi, j'ai pas d'enfants autour de moi qui me disent on apprend ces choses-là à l'école. D'avoir ce genre de recul ou d'avoir ce genre de lecture. Puis je pense qu'ultimement, c'est ce qui est excessivement dangereux. T'sais. On l'a vu avec la pandémie, on est passé la quantité des informations. Là-dedans, il y a de la maladie mentale, il y a plein d'enjeux, il y a du narcissisme, mais il y a aussi juste une question de pouvoir lire l'information comme du monde, d'avoir ce recul ou même de pouvoir dire je ne sais pas. Dire je ne sais pas, c'est des fois plus brave que dire non, oui. Ouais. C'est de vivre avec l'ambiguïté. En tout cas, on est rendu loin, fait qu'on va parler d'extraterrestres dans pas long, mon Gauthier. Ça va faire du bien. Il y a du monde qui se sont désabonnés pendant cette conversation-là. Ah ouais, on a perdu 15 abonnés. Probablement. Fuck, on est rendu à moins 15. Mais non, mais c'est ça les mystérieux. On passe de trucs sujets plus sérieux à... On a parlé de son d'Urette tantôt, puis on parle de ça. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est aussi ça la culture populaire. C'est aussi ça la culture populaire. Donc, écoutez, on va prendre une petite pause après ce grand brassage de cerveau. Mais juste avant, je vous invite à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants si vous êtes en mesure de nous aider, de faire en sorte qu'on garde les lumières allumées. Allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton Faire un don. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers une plateforme qui s'appelle Patreon pour l'équivalent d'un café par mois. Même pas 5$, pas 10$, c'est vraiment comme un café par mois. Vous faites en sorte qu'on puisse continuer à faire nos émissions à chaque semaine, tous les lundis depuis maintenant 17 ans. Ça va faire
en faire 18 en janvier. C'est assez hallucinant quand même. En échange, vous avez des goodies, des cadeaux, un podcast qui s'appelle Bifurcation, qui est un podcast exclusif aux membres Patreon. Je suis posé enregistrer quelque chose bientôt, parce que là, c'est plus compliqué l'été, mais Rémi Fréchette m'a fait savoir qu'il est intéressé à poursuivre le cycle dédié à David Lynch. On va voir avec Guilla s'il est pas trop occupé. Mais dans tous les cas, il va y avoir d'autres bifurcations prochainement. Vous avez également Terre humaine chez Isidore en exclusivité, en premier sur cette plateforme-là. Puis c'est automatique. Quand vous vous abonnez à Patreon, ben, vous avez accès à tous les podcasts. Quand vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants, vous faites en sorte aussi qu'on est capable de produire nos spin-offs, donc Noël chez Isidore puis Terre Kaiju. Même si Terre Kaiju, ça fait quand même un petit moment qu'il y a eu quelque chose. Mais j'ai cru savoir que Jake était pas mal occupé avec une bande dessinée. Ils ont fini. Là. Ils ont fini. Ben, fait qu'il n'y a pas d'excuse. Il devrait venir la semaine prochaine puis faire 3 épisodes de Terre Kaiju back-à-back. Je pense qu'il embarque sur autre chose tout de suite après. Ben oui, il a trouvé sûrement quelque chose. Sinon, vous pouvez nous aider de différentes façons. Vous pouvez partager le show, en parler, donner un petit 5 étoiles sur iTunes, Spotify et ailleurs. Sachez que quand vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants, on vous donne accès au Discord des Mystérieux. Là, justement, c'est l'Internet sans trou de cul puis il n'y a pas de bot. C'est vraiment une belle place, Patreon, parce qu'on filtre. Puis c'est vraiment pour ça, en fait. Ça crée un lien de communauté qui est vraiment le fun. On partage des articles. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Le Johan de ce temps-ci est parti sur Game Pass, fait qu'il a amené les gens dans The Church of Game Pass, son église de Game Pass sur Xbox. Elle a grandi d'une journée. C'est un bon cult leader, Johan. Il est enthousiaste, il est charismatique. Hein, il coche une coupe de cases qui fait que c'est un bon cult leader. Mais tu vois, la semaine passée, ils ont joué au dernier jeu de Chainsaw Massacre. Il était une gang pour faire ça. Avec le retour du temps doux qui commence tranquillement, on risque de réécouter des films le mercredi, la fin de semaine. Puis on écoute de la lutte le dimanche quand ça donne. C'est vraiment une belle gang. Puis c'est pour ça que moi, je commente pas vraiment sur YouTube, Facebook et ces affaires-là. Je suis surtout sur Discord parce que c'est vraiment une belle plateforme. Donc, si vous avez donné au Patreon par le passé, vous pouvez y revenir. La porte est grande ouverte. Et merci à tous ceux et celles qui, malgré l'absence de bifurcation de ce temps-ci, donnent à chaque mois. C'est grandement apprécié. En fait, sans ça, on ne peut pas exister. Donc, considérez donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. On est disponible partout. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. Donc, on peut garder seulement 300 archives sur notre fil RSS, mais le reste est en entièreté sur notre site Internet. On est aussi sur Facebook, Instagram, puis X, mais tu sais, pour vrai, pas tant. C'est ça. Encore sur X? Ouais, je le garde, mais là, ils ont mis TweetDeck payant cette semaine. Ouais. Mais avant, je programmais les tweets du show du lundi pour paraître le mardi. Puis là, je peux plus faire ça. Fait que je suis là, mais pour vrai, je l'utilise pas tant que ça. On est même sur Thread. Ouais. On est sur Thread, mais moi, les médias sociaux, comme je disais, j'ai pas tant envie de contribuer à toute cette affaire-là. Ce qui est ironique parce que notre show est disponible sur Internet, je le sais. Mais écoutez, je suis un vieux bonhomme, fait que ces affaires-là ne m'intéressent pas. Et on revient dans quelques instants que le sujet de la semaine, Blue Book Volume 1, 1961. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un trade, d'un volume publié chez Dark Horse Comics, Blue Book, volume 1, 1961, de James Tynion IV et Michael Avon Oeming, O-E-M-I-N-G. C'est le dessinateur qui a travaillé entre autres avec Brian Michael Bendis sur Powers pendant plusieurs années. En fait, c'est pas compliqué. Le premier volume contient 5 single issues, donc 5 petits fascicules. Première partie relate le soi-disant enlèvement par des extraterrestres du couple de Betty et Barney Hill. Et la deuxième partie de chaque fascicule est dédiée à une histoire particulière, un mystère. C'est pas nécessairement lié aux extraterrestres. Puis je me suis rendu compte en lisant la bande dessinée que finalement, j'en connais un petit peu trop parce que je les connaissais toutes, ces histoires-là. Les histoires sont faites par des artistes différents. Donc, c'est pas Michael Avon Oeming qui les dessine nécessairement. Puis perso, je peux dire d'emblée que c'est pas nécessairement non plus les récits que j'ai plus appréciés. Quoique c'est pas dégueulasse, là. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'histoire de Betty et Barney Hill, ça fait partie maintenant de la culture liée aux extraterrestres puis aux ovnis. Un couple qui revenait de vacances de Montréal, ben oui, en 1961, a fait la traversée des montagnes blanches, je crois, si je me souviens bien, et prétendent avoir rencontré durant leur périple, durant la nuit en voiture, un ovni qui, sous hypnose, plusieurs années plus tard, a révélé qu'ils auraient aussi enlevé. Donc, aurait été enlevé le couple par des extraterrestres. À un moment donné, ça a leaké, comme on dit, leur histoire, et ça a été transformé en livre, et maintenant, ça fait partie de la culture populaire liée aux extraterrestres.
Il n'y a rien, en fait, de nouveau dans le récit que vous allez apprendre si vous n'êtes pas familier avec l'histoire des Hills. Mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans la bande dessinée, c'est l'art de l'artiste, que je trouve qu'il amène un côté très jazz, très 60s à ce récit-là. Puis ça m'a toujours plu de voir comment il a mis en scène quand même quelque chose qui est une histoire qui est un peu loufoque là, quand vous considérez les éléments un par un. Là, c'est pas banal comme soi-disant rencontre. Mais moi, je suis curieux de t'entendre parler de ça, Gauthier. Est-ce que tu connaissais l'histoire des Hills? Est-ce que tu étais familier avec leur récit? Je ne connaissais pas l'histoire des Hills. La plupart même des Weird Tales, en fait, qui sont racontés à la fin de chaque fascicule, je les connaissais pas non plus. Puis ça m'a, en fait, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais à chaque fois j'allais voir de quoi il était question dans l'actualité historique, dans l'histoire vraie. Dans les vrais faits. Dans les vrais faits. Et puis, habituellement, je passais beaucoup de temps à lire les articles Wikipédia. Puis là, je revenais à la BD, puis j'étais comme, OK. Mais tu sais, j'ai pas l'impression, puis là, c'est peut-être parce que j'ai lu Department of Truth de Tynion. Ben oui, ça t'a pas dû aider. Ça, tu sais, j'étais vraiment plus attiré par Department of Truth. J'avais l'impression de lire comme le résultat de Department of Truth, dans le sens où j'avais l'impression de lire ce que Department of Truth essaye de décortiquer puis d'analyser. Puis d'empêcher, donc, l'idée d'une idée qui prend forme dans le réel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était intéressant pour ça parce que, tu sais, je vois que James Tynion, c'est vraiment comme son dada. Tu sais, il connaît vraiment beaucoup ça. Puis Blue Book est plus documentaire. C'est plus une œuvre documentaire. Ouais, ça se veut documentaire. On relate l'histoire des Hills. Ouais. Fait que, tu sais, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Au niveau du récit, bof. Tu sais, y a pas, c'est l'histoire des Hills. Je veux dire, c'est ça. Fait que, tu sais, si vous vous intéressez à cette histoire-là, vous allez trouver ça le fun. Mais il y a certaines petites histoires aussi que j'ai trouvées vraiment intéressantes, justement parce que je les connaissais pas. Puis, tu sais, je trouve ça drôle de revoir ces espèces d'artefacts-là de la culture populaire à la lumière, justement, de Department of Truth. Ouais, et de nos connaissances aussi de l'époque dans laquelle on vit, parce que c'est très, tu sais, surtout les récits de fin de fascicule, c'est des faits mystérieux qu'ils nous relataient tout le temps dans les émissions mystères des années 90, puis pour lesquels aujourd'hui on a probablement des explications, ou à tout de moins on a des pistes de solutions, mais comment c'est présenté dans un show mystère, c'est sûr qu'ils vont pas nous dire avec leur musique lugubre, mais finalement il y a sûrement une explication logique. C'est pas ça le but de l'émission. Le but c'est de te mettre, de faire vivre une expérience aussi où tu doutes, puis tu as peur, puis tu es peut-être même à la limite inquiet avec la musique. Mais j'étais vraiment intrigué de voir comment James Tynion de Fort allait comme s'approprier le récit des Hills, puis comment on allait mettre ça en image, parce que bien c'est une histoire qui est excessivement populaire, puis est un peu à l'origine de l'archétype d'enlèvement extraterrestre comme on le connaît aujourd'hui. Je me demandais qu'est-ce que Tynion allait rajouter de plus, qu'est-ce qu'il a à dire lui par rapport à ça, étant un auteur de BD prolifique, puis un dialoguiste que j'aime énormément. Puis en fait, moi la réponse à la fin de tout ça, puis j'ai pas détesté la BD, mais c'est pas grand-chose. Il n'y a pas tant grand-chose rajouté à tout ça. Je n'ai pas senti la patte de l'auteur, à part pour l'artiste, mais j'ai pas senti que dans les dialogues ou même dans l'histoire comme telle, il se l'était approprié. Puis je comprends que il y a toujours un danger entre vouloir relater des faits aussi inusités qu'un élément extraterrestre, puis de se l'approprier à soi. Mais je pense que c'est ça que j'aurais aimé, parce qu'en ce moment, cette série-là, je vois pas ce qu'elle rajoute de plus à l'histoire qu'une nouvelle manière, comment les Hills une nouvelle manière de raconter ce que les Hills prétendent avoir vécu. Ouais. J'ai l'impression que c'est une pièce. C'est une pièce dans l'œuvre de James Tynion Fort c'est vraiment spécial. C'est de la recherche. Ouais, on a droit à... Tu sais, c'est un auteur qui est populaire. Tu sais, ça, là, normalement... C'est un pitch de Comic-Con, ça. Je m'excuse, mais il y a vu quelqu'un chez Dark Horse, puis ils ont demandé, hey, on a comme
temps pour toi. C'est un pitch de Comic-Con, ça. Puis tu sais, je veux dire, quand t'es un auteur puis que t'as envie de faire de la recherche sur un sujet pour un autre de tes projets puis qu'on t'offre de te payer pour le faire, hey, why not? Tu sais, c'est qui le cave? Je veux dire, il offre... Mais c'est ça, on sent qu'il a vraiment... Tu sais, il a bien fait ses recherches sur le sujet. Il s'intéresse aux humains aussi derrière. Tu sais, c'est pas juste du freak show. Ça, je pense que c'est comme... C'est intéressant, oui. Ouais, c'est l'aspect le plus intéressant. Même avec les petites histoires étranges à la fin, il y a toujours cette espèce d'aspect-là humain où tu comprends que, tu sais, c'est des humains, là. C'est pas juste des témoins d'événements surnaturels, là. C'est des humains avec des problèmes, avec du passif, avec une histoire avant, puis des envies, puis des désirs. Puis souvent, ça vient marquer profondément leur expérience étrange, tu sais. Ça vient influencer leur expérience étrange. Ce qui est intéressant avec les Hill, c'est que c'est un couple des années 50 ou 60. Des années 60. 50, 60, qui était interracial. Oui. Donc, c'est le mari est un Afro-Américain, la femme est une caucasienne. Américaine blanche, caucasienne. Puis tu sais, tu sens que c'est des gens qui ont pas envie des feux de la rampe. Là, ils sont dans un milieu extrêmement qui les juge beaucoup. C'est pas habituel pour l'époque. Ils n'ont pas envie, je pense, d'être comme célèbres, ces gens-là. Lui, c'est un gars qui travaille pour la Poste, sont impliqués dans leur communauté. Puis, au niveau des droits civils, des Noirs aux États-Unis. Elle est comme travailleuse sociale. Ouais, fait que tu sais, t'es comme... On comprend pas trop, tu sais, si c'est des gens qui voulaient être populaires, mettons, connus. Mais je pense que ça, c'est là où des fois on fait le danger de dire qu'ils voulaient faire de l'argent ou ils voulaient être populaires. Peut-être qu'ils voulaient juste être populaires dans certains cercles ou attirer l'attention ou moi, ce que je pense, en fait, qui est la raison la plus logique quand vous suivez l'histoire des Hills, c'est que c'était une folie à deux. C'est un type de folie à deux. Moi, je crois qu'ils ont cru comme faire que sous hypnose, on pouvait aller chercher des souvenirs, ce qui est totalement faux. Là. C'est une croyance qui était beaucoup véhiculée à l'époque, puis encore aujourd'hui dans la culture populaire, on a l'impression que c'est une manière d'accéder à notre subconscient puis à nos souvenirs subconscients, oui, mais il y a beaucoup d'inventivité là-dedans. Fait que moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une histoire qui s'est créée entre les deux. Est-ce que les deux ont cru avoir vécu ce qu'ils ont vécu? Je pense que oui. On peut ne pas remettre en question. On peut remettre en question l'origine extraterrestre de leur expérience sans croire à leur bonne volonté. T'sais. Alors, pas leur bonne volonté, mais leur bonne foi. Bonne foi. Puis ce côté-là humain, c'est quand tu l'as dit, je pense que de les voir ensemble, c'est un couple qui avait l'air excessivement anxieux, ça jouait bien sûr sur leur santé. On a vu des petits moments dans la BD où les deux se consolent, qui sont effrayés. Ça m'a touché, pour vrai. Le côté anecdotique, le côté c'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, je le savais déjà tout ça. Puis donc, je sais pas à qui ça s'adresse. Je sais pas qui achète Blue Book volume 1 pour apprendre des choses aux extraterrestres si vous n'êtes pas au courant de toute cette histoire-là. Surtout les Hills, man. Les Hills, c'est comme une des histoires les plus connues. Là. Ouais. Donc, je sais pas, mais pour l'art, c'est le fun, mais c'est pas une série que je vais suivre, malheureusement. C'est pas quelque chose que je vais... Puis là, y a-tu un deuxième je pense qu'il y a un deuxième volume. Puis, tu sais, chaque volume est dédié à comme un phénomène ou à une histoire qui fait partie de la culture populaire des phénomènes dits paranormaux, mais surtout liés aux extraterrestres. C'est Blue Book, hein, c'est le nom que portait aussi une commission d'enquête aux États-Unis sur les phénomènes de style OVNI. Mais je sais pas. Je me demandais tout le long, je lisais ça, je disais, c'est pas dégueu, ça se lit bien, l'art est belle, très jazzy, c'est le fun, mais je sais pas à qui ça s'adresse. Puis en ce moment, je suis en train d'apprendre absolument rien parce que mon cerveau est rempli de beaucoup trop d'informations inutiles, dont l'histoire des Hills. Fait que, toi, t'étais au courant de l'histoire de le Flying Frogman, là, je sais pas trop, à New York. Il y a eu des histoires comme ça. Écoute, dans les années 1800, il y avait aussi, à un moment donné, des rapports de machines volantes qui ont été observés. Puis aujourd'hui, on utilise ça comme une preuve comme quoi les extraterrestres nous visitaient déjà à l'époque. Puis, tu sais, il y a toujours une manière de relier des faits divers de l'époque. Puis on se souviendra dans ces années-là, les journaux, là, ils inventaient des shit, là. C'était pas... c'était à la Fox News. Ils inventaient des choses pour pouvoir créer de la circulation sur leur papier.
Puis des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas historiques avec ce qu'on sait aujourd'hui, mais là, on dit « Ah non, ok, c'est parce que... » Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce phénomène-là. Ce qu'on appelle le high strangeness. Dans les gens qui trippent histoire d'ovnis, de poltergeist, d'enlèvement extraterrestre, de trucs weird, c'est comme un concept qui veut que tout ça, en fait, c'est la même chose et à quoi on assiste, c'est une représentation de ce dit phénomène qui fait que c'est étrange. On appelle ça le high strangeness. Donc, oui, les poltergeists existent, mais ça serait des manifestations du même phénomène. Voilà les mots que je cherchais. OK. Mais moi, j'appelle ça du retconning pour essayer de faire du sens de ces histoires de bullshit. T'sais. Fait que à un moment donné, c'est ça. Là. C'est quoi le facteur premier? C'est des humains qui ont peut-être vu des choses qu'ils n'ont pas compris. Mais bon, ça, c'est High Strangeness, c'est un concept qui est intéressant. Allez lire là-dessus. Tu veux comme lire de quoi sur Wikipédia, là, pour faire suite à tes lectures Wikipédia, va lire sur le High Strangeness. C'est assez fascinant. OK. Puis high, c'est genre... High dans le sens de H-I-G-H, dans le sens de comme haute... Okay. C'est comme, comment dire, comme une grande étrangeté. OK. Ouais, une autre étrangeté. C'est pour un peu comme combiner tout ça puis en faire un tout. Tout ça pour dire que, tu sais, peut-être qu'à une certaine époque, les gens ont vu une chauve-souris en soute mécanique, mais peut-être qu'aujourd'hui, on verrait un extraterrestre, un hélicoptère, whatever. C'est beaucoup lié aussi à l'époque à laquelle on les a observés. Là. Donc, le concept de high strangeness, parce que le phénomène prendrait des formes différentes dépendamment de qui l'observe et à quelle époque. Mais ça, c'est intéressant. Ça, tu vas lire là-dessus, là, pars-toi du Mark Snow en background, tu vas voir que ça, c'est très freaky. J'ai beau avoir un cerveau rationnel. Quand je lis ça, là, j'ai un petit frisson dans le dos. Mais revenons à la BD. Est-ce que tu la conseillerais, toi, Gauthier? Non, pour vrai. En fait, je lisez Department of Truth au complet. Vous avez 22 fascicules. Je pense que c'est clair. Puis après ça, si vous êtes comme « Oh mon Dieu, ce scénariste, je veux genre tout lire de lui. » Oui. Allez lire Blue Book, mais... Pour vrai... allez lire Batman. Il écrit sur Batman. Il a lu Batman. Allez lire Something's Killing the Children. Mais pour vrai, je pense si on peut recommander quelque chose, c'est vraiment Department of Truth. Ouais, dans la même veine. Si vous voulez une affaire de paranormal, c'est vraiment plus satisfaisant, vraiment plus intelligent, plus fouillé. Mais c'est vrai que l'art est beau dans Blue Book. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, juste te demander, ton volume, ton omnibus que tu as acheté des premiers volumes, des 22 premiers, 21 premiers volumes. 17 premiers volumes. Combien il t'a coûté à peu près? Une soixantaine de dollars. C'est vraiment pas cher pour ce genre d'objet-là. Ouais. Cartonné? C'est à peu près... Ouais, c'est cartonné, vernis sélectif. Bon. Puis tu sais, c'est quand même le fun d'avoir les pages un petit peu plus gros. Ouais. C'est comme un petit peu plus gros. Oui, je vois, c'est ça, la caméra. Trade, là. Fait que non, c'est une belle pièce à avoir dans votre bibliothèque. Là. Vous le regretterez pas. Ouais, je pense que c'est ça que je vais acheter finalement. Puis allez sur Crossover Comics, puis dites-leur qu'on vous envoie. Puis d'ailleurs, moi, je suis allé chez Comic Hunter, moi, en fin de semaine. Ah, c'est vrai. Notre ami Laurent Billot est encore en ville et je l'ai amené là-bas. Puis ça, je pense que je l'ai déjà vu la place. Non, il n'avait pas fait la place à face qu'il a faite quand il est rentré là-bas. C'est gros. Ah, c'est immense. C'est vraiment une belle place. Un super service. Donc, j'ai fait le tour des... J'ai fait le tour des étagères, puis j'ai pas pu me retenir, fait que j'ai acheté aussi des trades là-bas. Fait que, on a des belles boutiques à Montréal pour vrai. Hey, on va se laisser là-dessus, mais tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute. On revient la semaine prochaine. Simon va être des nôtres. Peut-être Jake, je sais pas. Peut-être se dessiner à venir faire un tour. Il m'avait dit qu'il allait faire un tour. Et je crois que Laurent Boutin est censé aussi revenir. My God. Fait que, Full House. Yes, Full House pour la semaine prochaine. Je vais être là, moi? Ben, on verra. Je sais pas. Tu me l'as pas dit, mais c'est ça. On va voir ça la semaine prochaine. Prenez le temps de faire un tour vers Patreon. Sinon, on se voit sur Discord durant la semaine. Faites attention à vous autres. Puis on se revoit bientôt. Ciao. Bonne semaine. Bye bye.